Les pistonnés, décidément, c'est une émission de chanceux. Certains ont attendu 24 ans pour voir un Français gagner en Formule 1. Et les pistonnés, 3 ans d'existence, 2 victoires françaises, 2 victoires sur 2 coups de dé, quasiment, il faut le dire en plus. Salut, ravi de vous retrouver en tout cas pour cette nouvelle semaine, dernière semaine avant la trêve. C'est aussi pour ça que les pistonnés sont chanceux. C'est qu'à l'issue de cette émission, ils partiront, la serviette bien sûr dans le sac, direction la plage, direction le soleil pour se reposer un petit peu. Monsieur Alpine est avec nous, monsieur Hamza Rahmani, égérie de Alpine depuis maintenant quelques heures. Comment ça va mon cher Hamza? Ouais, d'habitude c'est plus le 14 que tu montes que le 31. Je sais que le 14 et le 31 aujourd'hui ça va ensemble. Écoute, tu t'es régalé. Quel week-end, quel dimanche. Ouais. Avec la F1, mais sur la F1 c'était dingue. Hein. Après que le 14 c'était le deuxième pilote Alpine, c'est fou. C'est incroyable. Fou. Hein. Incroyable hein. On va en parler justement. Il s'est nourri bien sûr de shots Alpine tout au long de ce week-end bien sûr pour tenir le coup. C'est monsieur Brice Germain que vous venez d'entendre. Salut Brice. Comment ça va? Ça va super, impec, royal. Moi je suis tranquille, j'ai déjà la crème solaire, je suis prêt à partir. Il a mis le monoeil, la graisse à traire comme disaient bien sûr nos vieilles tantes et nos vieux oncles. Monsieur Alex Caldi également avec nous. Salut Alex, content de te retrouver. Merci, très heureux surtout de revenir pour une victoire française et c'est ça le bonheur surtout. Est-ce que tu es descendu sur les Champs-Élysées du coup? Parce que ça c'est un truc incroyable. C'est que dès qu'il y a une victoire française, peu importe. Alors pas que des victoires. Des points de Russell. Et des points, ouais. Non parce que ils nous avaient fait le coup. Podium de Gasly au Brésil, descendez sur les Champs-Élysées, nanana. Victoire de Gasly, descendez sur les Champs-Élysées. Hier, victoire d'Ocon, voilà. Je voulais savoir s'il y avait devant l'Élysée. On est pas au courant. Élysée au moins. C'est bien ça. Les amis, on regarde tout de suite le sommaire. Justement, une émission tout à fait spéciale. On a l'impression qu'à chaque édition, désormais, on en est un petit peu dans ce mood-là. Le débrief du Grand Prix de Hongrie, surtout de cette victoire surprise d'Esteban Ocon. Il s'est passé des choses aussi également à la lutte au championnat du monde des conducteurs et des constructeurs. On va y revenir. Le débat, il sera consacré à Alpine. Il sera aussi consacré à Esteban Ocon et Fernando Alonso avec cette question. Ocon peut-il tuer le père, comprendre le père Fernando Alonso? On n'a pas précisé, mais vous l'avez bien sûr compris chez vous. Et puis le quiz, alors SP, c'est plutôt spécial Hongrie et Enstone. Voilà, c'est très spécifique. Vu comme ça, spécial Hongrie et Enstone. Un peu de Viry-Châtillon. Voilà. Peut-être. Il y aura peut-être un soupçon de Viry-Châtillon. J'ai rien capté, mais au moins, on est parti. T'as pas compris. Hongrie, il ne connaît pas la Formule 1. Hongrie et Enstone. Je vois pas le lien. Le crossover. D'accord. Tu verras, ça va s'éclaircir dans quelques temps. Des quiz, je vois des regards inquiets, inquisiteurs, etc. Faisons des quiz Shakira Verstappen pendant qu'on y est. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Franchement, à partir du moment qu'on passe du bon moment, bien évidemment. Allez les amis, on perd pas de temps. Cette émission, elle va être longue, elle va être incroyable. Vous êtes en direct, bien évidemment, sur Autoplus Télé, si on est bien sûr lundi. Vous êtes sans doute aussi en direct, bien sûr, sur First Team Sport à partir de mercredi. Et on lance tout de suite le débrief d'une course absolument incroyable. La 11e manche de ce championnat du monde 2021 se déroulait du côté de Budapest, du côté du Hungaroring, vous l'aurez compris, du côté de la Hongrie, pour la première victoire d'Esteban Ocon. On regarde justement le classement à l'arrivée de cette course. Alors, il y a eu du changement parce que Sébastien Vettel a été disqualifié. Il y a eu appel, bien sûr, de Aston Martin. Pour le moment, ça permet à Hamilton de récupérer la 2e place, à Sainz de monter sur le podium et à Alonso d'assurer son meilleur résultat de la saison avec cette P4. Le bon résultat aussi pour AlphaTauri qui met 2 voitures dans le top 6. À noter aussi également les 2 voitures dans le top 10 du côté de Williams. 8 points, les 8 premiers points de Williams cette saison. Les premiers points même depuis 2019. 10 points, tu as raison, puisque tout à fait, avec le déclassement bien sûr de Sébastien Vettel, les Williams remontent. Verstappen marque 2 points et Kimi Raikkonen, en attendant le résultat de l'appel, Kimi Raikkonen met l'unique point de Alfa Romeo et sauve un petit peu les meubles. Ceci nous emmène tout simplement et naturellement surtout aux 4 enseignements de ce Grand Prix de Hongrie 2021. Ocon, une première par surprise, et vous verrez peut-être que quelqu'un autour de ce plateau n'est pas tout à fait d'accord. On reviendra sur ce qui a marqué ce Grand Prix, ce qui l'a rendu peut-être aussi fou et charmant, le chaos du premier virage, la drôle de bataille. Non, il y a un petit souci là sur notre keynote, les amis. C'est pas la drôle de bataille, mais c'est plutôt la victoire par KO de Williams. Et puis le 4e enseignement qui sera consacré au champion d'été. Vous connaissez le concept du champion d'automne, notamment en football. Eh bien, il y a un champion d'été, un champion, on va dire honorifique et symbolique. C'est bien sûr Lewis Hamilton qui termine cette phase aller
en tête du championnat du monde. C'est quand même un enseignement très important. On part tout de suite sur la victoire d'Ocon, les amis. Je sais que vous voulez en parler, je sais que vous voulez en découdre. Très rapidement, ce petit tableau pour revenir un peu sur les circonstances. Déjà, il est le 14e Français vainqueur en Grand Prix. Ce garçon, immortel, revanchard, c'est quand même une belle histoire et je veux vous entendre sur ce sujet. Ce miracle du premier tour, parce que certes, il a eu cette approche très prudente. Bottas lui a ouvert la voie à l'extérieur. Stroll lui a complètement dégagé la voie à l'intérieur. Et le miracle, qu'il n'ait subi aucun dommage, aucun dégât. Et puis ce scénario parfait, l'erreur tactique de Mercedes au restart, Latifi qui lui permet de s'échapper, l'undercut raté d'Aston Martin de Sébastien Vettel, et puis Alonso qui a réussi à ralentir la progression de Lewis Hamilton. Une réaction à l'arrivée de cette course pour évoquer justement cette victoire française du côté de la Hongrie, c'est celle d'Esteban Ocon, félicité par Emmanuel Macron, mais également par Pierre Gasly. Journée quand même tout à fait spéciale pour Esteban Ocon. Tout a été parfaitement exécuté, l'arrêt au stand, le départ, le choix des gommes au bon moment. On a réussi à garder Vettel derrière, alors qu'il était un peu plus rapide que nous. Les 3 dernières courses avant Silverstone ont été dures. Avec l'équipe, on a travaillé très dur et on est revenu. Et je n'oublie pas ceux qui m'ont soutenu dans ces moments difficiles. On a une pensée forcément pour Anna, qui est la plus grande spectatrice, fan girl de Banou. Voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Les amis, victoire surprise. On est tous d'accord là-dessus, sauf un homme, c'est Monsieur Brice. Alors, il est d'accord sur 95%, j'imagine, du constat. Très résumé. Mais hier, en conférence de rédaction, il y avait un point de dissonance entre nous sur cette victoire. Tu l'as vu très tôt, très vite. En fait, moi je suis pas aussi surpris que par exemple avec Gasly. D'accord. Avec Gasly. Je me permets de te couper tout de suite. Par contre, Non, mais la question, la question que je te pose, quand tu t'es levé dimanche matin, tu t'attendais à voir Ocon gagner, oui ou non? absolument pas. Donc c'est une surprise. Non, alors tu sais, tu n'es pas obligé de faire des sophismes comme ça, de manière très simpliste, pour venir Non, mais mettre une pensée unique. Tu vas nous vendre le fait que tu vas nous vendre le fait qu'Esteban Ocon qui gagne en Hongrie, c'est quelque chose de normal ou que tu. Je n'ai pas dit ça, je simplement dit qu'au vu de la physionomie de la course, à partir du 3e tour, ce n'est plus illogique qu'il gagne. C'est ça que je veux mettre en avant. Parce que, au vu des difficultés de dépasser, au vu du fait que cette saison, n'importe quelle voiture qui est devant arrive à tenir un certain rythme. La Williams n'a pas réussi à se faire dépasser pendant très longtemps. Lewis Hamilton, avec la meilleure voiture sur toute la course, n'a pas réussi à se sortir de Giovinazzi pendant longtemps également. Verstappen, avec une Red Bull certes amochée, n'a pas réussi à doubler non plus. Personne ne réussit à doubler. Quand tu analyses ça sur 3, 4, 5, 6 tours, tu te rends compte qu'Esteban Ocon n'est plus en position hasardeuse quand il est premier à ce moment-là, mais au bout du 10, 15e tour, tu peux commencer à analyser la course sous le prisme de la victoire va se jouer entre Vettel et Ocon, et par conséquent, à partir de là, pour moi, c'est plus une surprise. Mais je te rejoins complètement sur le fait parce que je suis comme toi, 10e, 15e tour, quand tu vois effectivement, tu l'écrivais tout à l'heure, Latifi qui fait bouchon, forcément ça va aider le binôme, parce que moi je vais les considérer comme un binôme Ocon-Vettel. Ça c'est clair, c'est incontestable. Maintenant sur la fin de course, quand tu as Lewis Hamilton qui après son 2e arrêt colle 3 secondes au tour à l'ensemble du peloton, à ce moment-là je me dis pas Esteban Ocon va gagner, c'est sûr, ou je me dis pas que Sébastien Vettel va gagner, peu importe, mais je me dis pas que le binôme devant est certain de gagner la course. Moi à ce moment-là je pense sincèrement que Lewis Hamilton peut tous les doubler et aller s'imposer. Je ne dis pas certain, je te dis logique. Alex? Là, je suis moins dans la logique parce qu'il y a certaines choses qui m'étonnent notamment sur cette victoire. Alors non pas le talent d'Esteban Ocon qui n'est plus à démontrer, mais c'est surtout Alpine dans son équipe qui, en fait c'est la première fois où j'ai senti réellement de la sérénité. Et en plus dans un moment où qui plus est, qui est un momentum très important pour l'écurie. L'écurie change de nom et tout d'un coup on les voit en position de sérénité d'aller gagner ce Grand Prix. Et en fait c'est surtout sur ça, c'est que l'année dernière, à chaque fois qu'Alpine était en position d'aller faire un clutch, il ne le faisait quasiment pas. Il se passait toujours quelque chose. Il y avait un peu ce côté loose française. Là, on a vu une victoire 100% française et cette loose française a totalement disparu. Et c'est ça qui m'étonne énormément, c'est le fait qu'Alpine ait réussi enfin à être clutch. Et au-delà de ça, sur Esteban Ocon, il faut comprendre, comme Pierre Gasly, on en parlait l'année dernière, sa carrière, sa vie va probablement changer. Et maintenant, on va le voir en tant que vainqueur de Grand Prix. Et le plus dur, alors, je ne cherche certainement pas à diminuer l'exploit d'Esteban Ocon. Il a gagné un Grand Prix, il est dans l'histoire de la F1. Mais maintenant, le plus dur, ça va être d'être régulier, d'enchaîner les bons résultats
pas forcément des victoires, hein, parce qu'il n'a pas le matériel pour à la régulière jouer des victoires, mais même des podiums, j'ai envie de dire. Mais d'enchaîner les bons résultats, d'aller signer des qualifs et des courses avec des top 4, des top 5, des top 6. Et là, on verra un Esteban Ocon qui retrouvera cette image un peu, quand il débute sa carrière, bon, chez Manor, mais surtout chez Force India, il a l'étiquette grand talent, couvé par Mercedes. Mine de rien, la pause dans sa carrière avec ce statut de troisième pilote chez Mercedes lui a fait du bien peut-être en tant qu'apprentissage, même si je pense qu'on apprend quand même plus sur la piste. Mais je suis pas sûr qu'en termes d'image, ça lui ait fait du bien, parce qu'en tant que pilote, en tant que dans le paddock F1, il était préféré. On va le dire clairement. Prétendait un baguette Mercedes. Mais oui, clairement préféré à Gasly, même dans l'opinion des Français, avant les péripéties de 2019 et de 2020. C'était lui le futur talent de la F1. Il est arrivé avant. Aussi, et on se retrouve dans une situation où on espère voir Ocon chez Mercedes, sauf qu'il y a ce conservatisme chez Mercedes qui ne lui permet pas d'avoir ce baquet. Il revient chez Renault. Au début, ça se passe pas très bien parce que Renault avait des difficultés. Et mine de rien, aujourd'hui, il retrouve un peu, c'est même plus qu'il retrouve. Aujourd'hui, c'est un pilote, on va le voir en tant que pilote vainqueur d'un Grand Prix. Et puis, il ne faut pas oublier que les difficultés qu'il a eues cette saison, c'est-à-dire sur les 3-4 dernières courses, c'est un problème de châssis. Ah, complètement. Et que jusque-là, on était les premiers à dire dans cette émission que pour le moment, il était assez impressionnant puisqu'il tenait la dragée haute et plus que ça à Fernando Alonso. Donc, on était déjà dithyrambique sur ce début de saison. On l'a un peu moins vu dernièrement parce qu'il avait un problème qu'il a réglé lui par rapport au feeling, pas une data. C'est lui qui a dit mon châssis a un problème, les analyses ont été faites. Donc là, c'est un coup magistral, ça machin, mais maintenant, ça ne doit pas lui servir de je veux jouer le titre maintenant, ça doit lui servir de background de confiance pour s'installer à côté de Fernando Alonso. Qu'est-ce que ça dit ? Moi, il y a quand même une question, franchement, qui m'a vraiment presque obsédé, je vais dire, à la fin du Grand Prix. Qu'est-ce que ça dit sur cette jeune génération de pilotes français ? Parce que la victoire de Gasly, déjà, c'est peut-être une question sous-jacente. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la victoire de Gasly à Monza et la victoire d'Ocon hier, c'est-à-dire avec les circonstances de course, avec cet esprit quand même solide et clutch ? Parce qu'il y a certains Français des années 90 ou du début des années 2000 qui n'auraient pas forcément, qui ne seraient pas allés, on va dire, au bout de cette course et qui seraient allés au bout de ce résultat. Et j'ai l'impression quand même que les victoires à la Gasly ou les victoires comme Ocon dimanche, c'est quand même des épiphénomènes dans l'histoire récente de la Formule 1. On en parle on en parlait hier un petit peu hors antenne et en conférence de rédaction. À quel type de victoire tu peux le comparer ? Tu avais trouvé, je crois, un très bon truc, c'était Button 2006. Oui, parce que mais j'en vois pas d'autres. Et la Honda encore. Exactement. La barre Honda était encore la troisième force du championnat à ce moment-là. Elle était quasiment au niveau de la McLaren, parce que la McLaren était cata. Mais il y a une stat qui résume bien ça, c'est que jusqu'à l'année dernière, jusqu'à la victoire de Gasly, il n'y avait pas eu de victoire haute que Ferrari, Red Bull et Mercedes depuis 2013. Donc en soi, un épiphénomène comme ça, effectivement, c'était Lotus avant, à la rigueur, Maldonado en 2012, mais sinon, c'était plus arrivé. Là, ce qui crée ça aussi, c'est le resserrement du paquet. C'est le fait d'avoir un départ qui va être très important pour Max Verstappen, très important pour Lewis Hamilton et un Valtteri Bottas qui se rate. Non, mais je dirais pas forcément tout le monde, mais c'est juste que sur un circuit comme la Hongrie, si tu es un pilote du Misfits, par exemple, comme Esteban Ocon, comme Pierre Gasly, comme Carlos Sainz, qui tu veux, si tu prends un bon départ, ce sera compliqué derrière de te passer. Et après, il y a un truc qui nous fait des courses folles, certes, mais qui me chagrine un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on a affaire à une génération de pilotes qui sait moins bien rouler sous la pluie. Parce que j'ai l'impression qu'on a plus d'accidents qu'avant sous la pluie. Dès qu'il pleut, il y a du drama. Alors peut-être que c'est lié aussi au fait aux Formule 1 modernes qui sont tellement lourdes et donc sur la pluie, sous la pluie, forcément les voitures elles glissent beaucoup. Il y a juste une chose qui moi me fait avec un nouveau tarmac. Alors que moi j'ai des idées souvent progressistes pour la Formule 1, notamment pour l'arrivée de la nouvelle réglementation, c'est que l'année prochaine il y aura un réel resserrement du plateau. Donc c'est victoire ou pas peut-être, mais en tout cas c'est l'objectif de la F1. Mais au début de chaque ère, tu sais, t'as toujours une écurie qui écrase la concurrence. Bien sûr, mais l'objectif de la F1 sur le long terme, c'est qu'il y a un vrai resserrement du plateau. Mais on a aujourd'hui le resserrement.
Oui, non mais voilà. C'est ça qui est regrettable. Donc les victoires à la Esteban Ocon, les victoires à la Pierre Gasly, peut-être que dès 2022-2023, on aura des victoires de McLaren, des victoires peut-être d'Aston Martin, ce qui fait que ce genre des victoires dont tu dis que c'est des épiphénomènes, on les aura moins. Et j'avoue que ça me fait un petit peu mal. Puis la loose à la française, t'en parles, mais moi je trouve pas que C'est ça, moi c'est surtout ça que je trouve, c'est le sujet que je trouve très intéressant. Ben oui, mais la loose à la française, c'est généralement quand le français doit gagner qu'il gagne pas. Ouais. À l'inverse, l'irrésistible français qui ne doit pas gagner et qui va gagner, ça c'est notre histoire, ça. Ça c'est toujours quand on est un favori, on gagne. Oui et non, parce que tu prends Monaco 96 par exemple, qui était la victoire de Panis, tu as en effet ce second point dont tu dis le français n'était pas préparé, programmé pour gagner, et finalement il gagne. Je te rappelle qu'il y a un tiers de la course qui est dominé par Jean Alesi, qui à l'époque avait le matos pour aller au bout, qui avait profité de l'abandon de Hill, enfin en tout cas des voitures dominatrices de Schumacher dès le premier tour, et il ne va pas au bout. Il ne va pas au bout. Et c'est quelque part, c'est peut-être plutôt générationnel, c'est-à-dire que je suis très content pour la jeune génération de voir cette victoire de Gasly, cette victoire de Ocon, parce que exactement, parce que ma génération, ça a été une brave catastrophe, comme l'aime à dire Thomas Dufont, cette belle expression, brave catastrophe, parce que je te jure, dès que tu voyais un Français en tête, tu disais il va passer un truc. Mais alors que là, c'est vrai. Autant Gasly, moi je trouve que c'est un exploit à la rigueur de panache, de voiture. Je suis désolé. Enfin, AlphaTauri c'est moins bon qu'Alpine. Oui, il a quand même réussi à tenir avec un moteur Honda l'année dernière qui était vraiment. Et sur un autre circuit surtout. Mais encore une fois, le comparatif Gasly-Ocon, moi, j'ai pas forcément envie de les associer, mais il y a au niveau de la circonstance de course, tu seras pas d'accord, on en a parlé hier, mais il y a le bouchon. Ouais. Gasly, c'était Giovinazzi Raikkonen. Hier, c'était Latifi. Qui saute plus vite. Et ça, Gasly et Ocon, ils ont eu l'intelligence de tout de suite créer un écart. Gasly s'est souvent expliqué, je pense qu'on aura les explications dans les prochains jours d'Esteban Ocon. Il doit s'expliquer sur le fait que tout de suite, il a voulu créer justement l'écart et profiter du bouchon Latifi. En plus, sur un circuit où il est plus compliqué de passer, pour s'installer tranquillement en tête de la course avec Sébastien Vettel. Et juste un dernier mot sur Esteban Ocon. Il a prolongé de 3 ans très récemment. Oui, ça a été très compliqué à l'époque d'ailleurs. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il est dans le cocon parfait. Et franchement, il a tout aujourd'hui pour s'installer aux côtés de Fernando Alonso. Les deux vont avoir un objectif commun. On va en parler tout à l'heure dans le débat. Mais là, c'est un moment hyper important de la carrière d'Esteban Ocon. Là, les 6 prochains mois, il faut vraiment qu'il capitalise sur cette victoire. Je rebondis juste là-dessus par rapport à 2 statistiques. Déjà, c'est la première victoire française, 100% française depuis Alain Prost en 1983. Et le dernier pilote à s'être installé autant de temps à Enstone, c'était Michael Schumacher avec Benetton. Non, mais Panis, il gagne sur quoi? Sur Ligier. Sur Ligier. C'est français, Donc, Ligier. au final, c'est Ligier. Non, c'est pas ça. C'est que je crois que Ligier, à l'époque, avait été racheté par Flavio Briatore. Alors certes, dans les faits, c'était une écurie française, mais les capitaux qui détenaient Ligier, je crois, à l'époque, n'étaient plus français. Est-ce que Ligne n'était pas français? À Monaco, ça devait être le cas, puisque le centre, la base de Ligier était toujours, bien sûr. était toujours dans la Nièvre, je crois, d'ailleurs, à côté. Mais du coup, je savais pas justement si on comptait Prost ou on comptait Panis justement pour ces victoires françaises, mais tu vois. Victoire Renault pour Prost en plus. Voilà, exactement. En tout cas, juste un dernier mot, parce que c'est quand même une victoire française très important. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, alors ça vous a peut-être énervé, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Esteban Ocon, j'ai l'impression que c'est un personnage qui clive aussi en France. Il est pas, on le disait tout à l'heure, la comparaison avec Gasly qui fait à peu près l'unanimité, etc. Il est un peu plus complexe ce personnage, et pourtant l'histoire est absolument fantastique. En fait, est-ce qu'elle n'arrive pas au meilleur moment aussi? En fait, moi j'ai l'impression, encore une fois, je parle juste de mon prisme et tout le monde en pensera ce qu'il veut. C'est à ça que je voulais arriver en fait. Comme ça, il s'est reculé, il a fait. Non, mais en fait, sa question m'a fait dire est-ce qu'on a un mauvais moment pour gagner? C'est ça que je veux dire. Mais... vous me direz ce que vous en pensez, et ça ne concerne que moi ce que je vous dis là. Moi j'ai l'impression que 2019 ça a été un tournant dans l'image d'Esteban Ocon. Il est plus là. Et en plus, il est viré. Donc en fait, il y a vraiment un côté. Le gamin, il est. Enfin, c'est pas un fils à papa. Ah non, clairement pas. Tu vois, il se fait virer par un fils à papa. Et il se fait virer par un fils à papa. Bref, il a tout pour être aimé par les Français. Pour mettre le fils. Voilà. Je le vois. En fait, tu as cette image-là de Esteban Ocon qui a son polo Mercedes qui est sur les grands prix comme ça, à prétendre au baquet Mercedes, et tu as à droite un Pierre Gasly qui est chez Red Bull. Et qui se fait évincer de chez Red Bull. Et au final, tu as le sentiment que c'est immérité pour Pierre Gasly d'aller chez AlphaTauri, pendant que on trouve que Esteban Ocon se retrouve avec un meilleur baquet en n'ayant pas roulé. Et tu as cette image-là un peu de pourquoi Gasly il est là et Ocon là, et t'as Gasly qui va gagner, et t'as Ocon qui est dégoûté.
Et en fait, quand tu prends ces deux storytelling, tu les mets ensemble, et bah t'as une espèce de petit chouchoutisme qui va arriver sur Pierre Gasly. Encore un barbarisme, désolé les amis. Une espèce de mais Gasly c'est le chouchou, c'est lui qui a mérité. Alors qu'Ocon mérite tout autant. Il y a un souci peut-être, de décalage d'image, de décalage de. Ouais, mais si tu veux, Gasly, il fait podium au Brésil en 2019 quand Ocon n'est pas là. Une dramaturgie de la saison 2019 aussi. D'ailleurs. Ouais, en plus, c'est le premier pilote français à gagner depuis plus de 2 décennies. Aujourd'hui, je peux comprendre. Il a le totem. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, et c'est presque tant mieux que l'engouement. Alors, il y a aussi une histoire de contexte. Hein, on va pas se mentir. Aujourd'hui, il y a les Jeux Olympiques. Bien sûr. Dimanche, on a vécu une journée de fou entre Manoudou, entre l'athlé, entre. Ouais. On a eu une journée de fou. Donc. Si tu veux, à l'époque, Gasly, on était début septembre. Je ne sais même pas si les championnats de football avaient repris. Il n'y avait pas d'événement, de grand événement en face de Pierre Gasly. Là, tu avais Esteban Ocon qui tombait au milieu de Jeux Olympiques, dans la masse, si tu veux. Mais j'ai envie de te dire, si aujourd'hui l'engouement est inférieur, peut-être pour Esteban Ocon que pour Pierre Gasly, c'est une bonne nouvelle parce qu'on commence à s'habituer aux bons résultats français. Ouais. Bien sûr. Et la fin de la loose, bien sûr, tricolore. Rien à rajouter, messieurs, sur ce succès, le premier d'Esteban Ocon. On pourrait passer 2 jours. On parlera du deuxième succès. Exactement. Mais la victoire d'Ocon, elle est tout aussi extraordinaire que celle de Gasly. Exactement. Faut quand même le préciser. Oui. Et en vrai, on va en reparler dans le débat de tout à l'heure, vous verrez. Ce sera l'occasion de continuer à en toucher un grand mot, bien sûr, dans cette émission tout à fait spéciale. Revenons quand même sur le chaos. Le chaos du premier virage, notamment. Et nos 2 kamikazes en chef. J'ai noté Valtteri Bottas, j'ai noté Lance Stroll aussi, avec Bottas qui a complètement ouvert la brèche. Les victimes, on les a dénombrées, Lando Norris, Max Verstappen, encore lui, Sergio Perez, tiens, bizarre, un concurrent direct à la 3e place, et 2 Red Bull ont été emportés par Valtteri Bottas. Non, c'est pas la théorie du complot. Bottas qui a abandonné et qui a pris une pénalité de 5 places sur la grille du côté de Spa, et puis l'autre kamikaze, c'est Lance Stroll. Alors lui, carrément, c'est pas qu'il a raté son point de freinage, c'est que je pense qu'il a oublié son point de freinage. Les victimes, il n'a pas eu le même tracé que les autres. Exactement. Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, lui aussi abandonné, lui aussi a été pénalisé de 5 places sur la grille à Spa. À la fin de ce Grand Prix, tout le monde a sorti la sulfateuse pour s'attaquer bien sûr aux 2 protagonistes, Bottas et Stroll. Regardez les petits morceaux choisis que je vous ai extraits, ça m'a régalé, je pense qu'il y en a plein que j'ai oubliés. Charles Leclerc déjà qui nous dit « Ça fait chier parce que je savais qu'il y aurait une grande opportunité et j'ai fait gaffe au premier freinage, mais Lance est venu faire un strike, mais on est en F1, pas au bowling. » Lando Norris, je ne sais pas comment des choses comme ça peuvent arriver. Comment peut-on prendre autant de risques pour au final des actes aussi stupides? Sergio Perez, Bottas vient de faire une grosse erreur et a sorti tout le monde de la course. C'est une honte d'agir comme ça. Et puis Max Verstappen, c'est mon préféré. Encore une fois, fait sortir par une Mercedes. Les amis, ce chaos du premier tour, mais qu'est-ce qui a pu passer par la tête de Valtteri Bottas et surtout de Lance Stroll? Je sais pas pourquoi moi. Alors, le move de Lance Stroll, il y a plus d'explications sur le move de Bottas que sur l'attaque suicide presque de Lance Stroll. Ça que je ne comprends absolument pas. C'est une Spa Grosjean 2012. Hein. Ah, mais, oui, très clairement. Et j'avoue, n'importe comment. On parle de race ban de Romain Grosjean à l'époque en 2012. Lance Stroll, je sais que j'aime Lance Stroll beaucoup, mais ce qu'il a fait. Qui t'aime pas? Je crois qu'il y en a un qui a mis des points, je pense. On en parlera. Non mais c'est quand même là, en fait, on parle beaucoup de race ban, de 10 places de pénalité et ainsi de suite. C'est vrai que là, au bout d'un moment, il faut un peu de cohérence. Si tu mets 10 places, tu mets un race ban à Romain Grosjean, ce que fait Lance Stroll quand même, il freine pas. Enfin, il oublie totalement de freiner en fait. Donc au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions aussi sur il s'est pris pour ce genre d'incident. Il s'est pris pour Daniel Ricciardo sur une Red Bull sur piste sèche. Il s'est dit allez. Sincèrement, autant Valtteri Bottas. Paramètres qu'il n'y avait pas quand même. Ça fait beaucoup quand même. Autant Valtteri Bottas, c'est incompréhensible et presque pas inacceptable, mais. Bottas, c'est une grave erreur d'appréciation et c'est un pilote d'expérience au sein d'un top team. Qui en plus élimine en l'occurrence des concurrents. Après, il y a eu la phrase de Fernando Alonso. La prime est belle, hein. Mais je ne comprends sincèrement. La phrase de Fernando Alonso. Oui, t'as Verstappen qui vient le checker alors que Fernando Alonso est sur DAZN en Espagne, répondait aux journalistes espagnols. Verstappen lui dit bien essayé et l'autre Alonso lui fait j'ai bien essayé. Enfin oui, j'ai essayé. Et derrière petit sourire et il te sort.
Il paraît que, en parlant de Valtteri Bottas, il paraît qu'il y a des deuxièmes pilotes qui ont fait le travail. Bon. Mais mine de rien, Ambiance, sacré Fernand. non, mais attends, blague à part, mine de rien, est-ce qu'il aurait pu mieux faire le travail que comme ça Mais prolongation, donnez-lui une prolongation de 3 ans, ça y est, Mérite. c'est pour Bottas. Entre il y a 2 semaines et Non, mais c'est incroyable. Entre ça, il s'est dit, il faut que je passe tout le monde au stand parce que sinon, je vais pas m'en sortir, je vais jamais avoir mon contrat. C'est Mais, pas possible. non, mais pour Stroll, en fait, j'arrive juste pas à comprendre le cheminement, ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, pour se dire, je vais tenter l'intérieur, je vais freiner au dernier moment, je vais aller dans l'herbe. je vais couper l'herbe. Enfin, je comprends pas. Sincèrement, je n'ai pas d'explication. J'aurais été Les Aston effets du Martin. Covid long. J'aurais été, Ou les non, avez fait en 2021, je pense. j'aurais été Aston Martin, j'aurais dit, bon, il avait les pneus froids, enfin il avait les freins froids. Ça sort toujours ça, généralement sous la pluie. Mais tu te rends compte que Leclerc, au moment où il. Je suis désolé, mais elle est incroyable. Non, mais Leclerc, au moment où il Tu vois va l'état de la pour voiture de tourner, il Leclerc. voit pas Stroll dans les rétros. mais oui. Il n'existe pas encore. Il n'apparaît pas dans les pixels du rétroviseur. Incroyable. Et puis, un jour. C'est Moïse, il a écarté tout le monde. Esteban, vas-y, passe. Parce que Esteban aussi, Incroyable, non mais vraiment, le Ocon, départ. il est pas loin de se prendre Stroll. Hein. Et surtout le on-board de Stroll, enfin le on-board d'Ocon, il y a 8 voitures devant lui, et en 2 secondes après, allez, la voie elle est mon grand, tu peux y aller. C'est un véritable balayeuse. miracle, vous l'avez dit pour Esteban Ocon. Juste quand même revenir sur une chose. Valtteri Bottas, est-ce qu'on peut faire de la psychologie de comptoir et se dire que Oui. l'erreur qu'il fait au premier virage, c'est qu'il est dans une situation totalement indélicate au sein de Ça fait Mercedes 3 départs ratés. Les 2 derniers départs en. C'est quoi le dernier Grand Prix Silverstone. Ouais, Silverstone, ouais. Il y a eu 2 départs après le drapeau rouge. Et 2 fois, C'est vrai. il se cague complet. Et il devrait être en tête. Il devrait gagner ce Grand Prix de Silverstone en soi. C'est pas le cas. Il rate 2 fois le départ. Et là, il re-rate le départ. Et il se fait repasser. Alors, à mon avis, sincèrement, ça reste un être humain. Et quand tu perds 4 places au départ, tu te dis, bah, je vais mettre un frein un peu plus tard. Sauf qu'un frein un peu plus tard, dans une descente avec tout le monde, au final, qui freine devant toi, c'est juste pas possible. Et au final, quand tu regardes l'on-board, le frein, il n'est pas si déconnant. C'est juste que la voiture, il doit, Ah, mais elle réagit plus. il doit appuyer un tout petit peu trop. Oui, t'as Il une doit perte bloquer, d'appui devant parce que t'as aquaplaning Norris. terminé. Donc l'erreur, elle est débutante, mais il fait pas une erreur de con. Il est pas inconscient dans ce qu'il fait. C'est juste que il se rate, mais il se rate de manière débutante, c'est Et vrai. je pense qu'il se rate aussi parce que je vais pas aller sur Silverstone spécifiquement sur ce Grand Prix. C'est le départ. Le fait de se faire passer un peu à droite, à gauche, t'as Norris qui. Je pense qu'il y a une Oui, frustration bah à ce oui, moment-là. Il veut essayer de. Mais c'est comme Leclerc quand il part loin, tu sais, c'est une espèce de surconduite pour compenser quelque C'est chose ça, que tu c'est viens une de rater, grosse erreur, quoi. mais c'est pas, on n'est pas, pour moi en tout cas, au niveau de Lance Stroll. Après, on est tatillon, on est taquin ici. Ouais, bah toujours. Qui le Si plus Mercedes est malin, on vire Bottas maintenant, on met Russell à sa place, il n'y a pas les 5 places de pénalité. Hein. Il n'y a pas les 5 places de pénalité à Spa. C'est quoi, c'est Monza ou Monza juste après. attends, Tu remets Valtteri Bottas. J'ai rarement vu un vice pareil. C'est pas bête, c'est pas bête. Lui, en directeur d'écurie, c'est Pierre Ouais, Corner. ouais, c'est ce que j'allais dire. Red Bull a peut-être une pépite à venir chercher autour de ce plateau. Le troisième enseignement, parlons de Williams, je sais que ça vous a à peu près tous ravis. Il sort ou pas du plateau, du coup Je sais pas, est-ce qu'on lui donne la parole ou pas. Williams a mis 10 points, les amis. Williams a gagné par KO, on peut le dire, dans cette lutte, du fond de grille. C'est le retour dans les points après Hockenheim 2019, la réussite et les circonstances de course, certes, mais on a un Latifi qui se retrouve P6 au drapeau rouge, P3 au restart et qui, mine de rien, fait P7 à l'arrivée avec la suspension, enfin le déclassement de Sébastien Vettel. Les premiers points aussi pour Russell avec Williams. Et ça, Alex, je sais, je veux t'entendre là-dessus. Je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire. Oui. Et puis cette claque infligée quand même à Haas et Alpha. Alors le championnat est loin d'être terminé. On n'est même pas, on est quasiment à la mi-saison. 10-1, 10-0 après la Hongrie. 10-1 infligé à Alpha Romeo. 10-0 infligé du côté de Haas. Cet avantage de plus 7 au championnat des constructeurs sur Alpha Romeo. Ce rythme aussi en course, en net progrès, bien sûr, sur 2021 parce qu'ils ont réussi à tenir. Et puis cette question que j'ai envie de vous poser, est-ce que désormais ils ne sont pas les meilleurs du fond de la grille? Un homme a pleuré. Un homme a pleuré non pas parce qu'il était critiqué, mais un homme a pleuré parce qu'il était ému d'émotion, de joie après ce qui lui était arrivé. C'est bien sûr George Russell, qui ne partira pas en vacances cet été avec Alex Caldi et qui va donc être obligé de boycotter le sud de la France. George Russell, regardez, en larmes, qui disait ceci: cela signifie plus que de marquer nos premiers points. Ce sont 3 années de travail acharné, de dévouement, de moments difficiles. Je suis ému aujourd'hui parce que nous étions derniers à chaque course en 2019, mais on n'a rien lâché, on n'a jamais abandonné.
Williams, ça a souvent été l'élève protégé lors de nos conseils de classe, saison après saison. Cet élève qui n'avait pas la moyenne, mais à qui on voulait donner les encouragements. J'imagine que les professeurs que vous êtes et les experts que vous êtes étaient très très fiers d'avoir soutenu Williams. Alex. Allez, jour. Non, alors très Tout sincèrement, d'abord, Latifi a dit devant Russell. Nicolas Latifi a terminé devant George Russell. Voilà, merci beaucoup. Ah, vas-y, Non, enferme-toi là-dedans, très- je t'en supplie. Très sérieusement, C'était une vanne. Je fais des, je fais des c'est vrai. énormes- Non, mais juste un. Attends, Juste rapidement. Allez, non. Latifi Russell. J'ai découvert une émission francophone de F1 il y a quelques semaines, ça s'appelle Les Pistonnés. Et il y a un intervenant autour du plateau Ah, il va me niquer moi. qui doutait de l'esprit team player voilà, de George c'est Russell. exactement. J'aimerais juste C'est revenir sur exactement- cette radio. C'est exactement là où je voulais en venir. Mais c'est que cool pas. non mais bien sûr, non mais mea culpa. Ce que je reprochais notamment aussi à George Russell, en plus de ses erreurs, c'est le fait qu'il n'ait pas été team player, notamment envers Mercedes, là où il devait signer, là où il signera forcément d'ailleurs. Et là, en fait, j'étais très étonné et il a montré effectivement qu'il était team player, qu'il se mettait au service de l'équipe pour un pilote qui est considéré comme étant un pilote moins fort que lui. Il s'est mis au service de Nicolas Latifi et c'est très bien noté, très bien notifié. Et félicitations surtout à Williams qui, avec ce travail d'équipe, ils ont quand même cherché à mettre ne serait-ce qu'un petit point. Ah, attends, ne serait-ce qu'un petit point. Il veut passer les vacances tranquilles. Ne serait-ce qu'un petit point. Ne serait-ce qu'un petit point. Et là, ils réussissent quand même à en mettre 10. Donc, félicitations à Williams et à George Russell. Et à Nicolas Latifi. La lutte. Comme ça, moi, les Canadiens, vous me foutez la paix. Les Anglais, vous me foutez la paix. C'est bon. Non, mais plus sérieusement, ça fait plaisir effectivement de voir Williams scorer en plus 10 points. C'est. J'ai pas envie de dire. Alors, le titre, c'est Williams par KO. As, oui. Alfa Romeo, j'attends quand même, parce Oui, que bien par sûr. moment, on a l'impression de voir des Raikkonen, des Alors, Giovinazzi entrer dans les points. Ils sont très peu de efficaces, manière, en fait, oui. Alfa Romeo, surtout ça. Alors quoi. qu'ils ont, parfois, on a l'impression qu'ils ont la possibilité, Ouais. le potentiel d'aller scorer. Mais au-delà de la lutte pour le constructeur, c'est une récompense, je trouve, pour le travail accompli, les sacrifices de ces dernières années. Ils ont eu beaucoup de mal. Hein. Il y a 3 ans maintenant, je crois. Ouais. Ils sont présentés, il n'y avait pas de voiture voiture. aux essais de pré-saison. Adilo. On le redit encore, depuis 3 ans, je souligne le progrès constant. Alors, ils viennent de très très loin, c'est ce que tu nous disais il y a quelques années. Mais le progrès, il est là, il est constant, il est linéaire. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 2 Williams dans les points. Juste félicitations. Mais c'est le pari qui a été fait surtout de Williams. C'est le pari de se dire, de toute façon, c'est simple. Dans le fond de grille, tu mets 2 points, tu mets 3 points à une course, c'est potentiellement la 8e place ou au moins la 9e place assurée en fait. Parce que c'est tellement difficile pour certaines écuries comme As ou Alpha d'aller chercher des points que tout miser sur une course ou 2 courses ou 3 courses, sur des spécifications de Grand Prix, c'est peut-être la bonne solution. Et là, en l'occurrence, ils ont mis bien sûr beaucoup plus de points que ce qu'ils auraient dû mettre, mais sachant que le circuit correspondait à la voiture et qu'en plus il y a eu ces circonstances-là, Mais ça fait carton plein. Et est-ce qu'ils ont besoin d'être performants ailleurs sur le reste de la saison ? Non, parce que la seule chose à faire à ce moment-là, c'est de réussir à être le meilleur de leur catégorie. Leur catégorie, ils ont 3 écuries et ils sont devant. Donc, le pari, il est réussi. Avec Latifi qui a fait une course exceptionnelle en Ouais. 3e position parce qu'il n'a jamais connu Je sais qu'on l'avant-poste. est très dur avec Latifi. Oui. Et on l'avait déjà Bah dit non, sur on est pas ce dur, Alors, on en parle je dis jamais. pas nous, je dis Oui, pas oui. nous, je dis l'opinion Oui, oui, générale, mais on l'avait dit sur ce plateau, je crois après une course, je crois que c'était l'an dernier, je sais plus. Non mais oui, la saison dernière, on pensait au début de saison, on pensait que c'était un pistonné, Un qui pistonné, arrivait en voilà, F1 exactement. grâce à l'oseille. C'est un peu Oui, le cas. et- hein. oui, un mais, peu le cas oui, mais aussi, hein. mine de rien, par ses performances, il a montré que ce n'était pas que ça. Qu'il était Et on l'a Non, signalé je la dirais pas saison par ses dernière. performances, par le fait de ne pas se montrer dans le négatif. Parce que Oui, donc moi, c'est. Oui, ok. Bah, Ouais, bah, oui. Moi, je trouve Oui. pas qu'il est performé. Je trouve que Latifi, La nuance est importante. il fait des erreurs, mais je Il est trouve. solide quand même. Bah, il est régulier, en fait, c'est ça. En F2, c'est pareil. Hein. En F3 Quoi, aussi, t'es c'est 20e, c'est pareil. t'es C'est régulier, que en fait, c'est Latifi. Il a toujours c'est quelqu'un qui a toujours été très travailleur. Il bosse 10 fois plus. Parce qu'il sait peut-être qu'il n'a pas le même talent que ceux qui sont sur la grille aujourd'hui. Et il bosse 10 fois plus, c'était pareil en F2, c'était pareil en F3. Et c'est ça qui est important avec Nicolas Latifi. C'est un pilote qui a eu du mal à s'adapter à la Williams quand il est arrivé. Il a travaillé d'arrache-pied et il a réussi à s'y habituer. Et ça, c'est une récompense d'ailleurs ce qui s'est passé. Et c'est lui les 3 P11 l'année dernière. C'est ce que j'allais dire, c'est en ça que c'est va. un pilote bien sûr, solide, quoi. Je sais qu'il y avait un chien qui était Oh, Mireille. dans le coin. Non mais voilà, c'était important de le préciser. Juste un mot Oui, sur vas-y, As. vas-y. On en parlera Mick probablement Schumacher, jamais. C'est rarement. J'entends. Il y aura un sujet Mazepin, je crois, mais- dans la série. J'entends Très souvent, Ouais. oui, Schumacher, enfin, en l'occurrence, là, sur cette bataille, il y avait Verstappen, fallait le laisser passer. Non, Schumacher, il a défendu de manière rugueuse. Nico Rosberg dira que c'était peut-être un peu trop sur la fin,
mais il se battait. Et c'est là où on voit à quel point là, t'as la traîne et t'as la rue. Parce que même sur une course où tu as donc Norris, Perez, Stroll, Leclerc, Bottas, donc tu as 5 pilotes qui habituellement marquent des points, qui ne terminent pas la course, ils sont pas si proches quand même de marquer des points. Verstappen a quand même galéré à le passer. Mais avec une voiture endommagée, mais ils ont quand même galéré. Ouais, mais il termine long, quoi. Très rapidement sur As aussi, parce que Nikita Mazepin, très sincèrement, je trouve ça assez dommage qu'il n'ait pas pu continuer avec l'incident qu'il y a eu avec l'Alfa Romeo. Petit point aussi sur Alfa Romeo, total disaster class. Hein. Total. Ça vous intéresse pas ce que raconte Alex? Si, mais on parle parce que sinon vous allez au coin et puis voilà, et puis on peut revenir dans 10 minutes quand vous êtes calmé. Juste total disaster class d'Alfa Romeo. On passe de Giovinazzi qui peut être P1 au départ s'il garde les pneus slick, s'il garde la stratégie qu'il avait fait en passant par les stands. Et là, total disaster class pour Alfa Romeo qui fait des erreurs au stand et qui n'a pas de rythme. Parlons du seul vainqueur. Le grand vainqueur sur tout ce week-end, le grand vainqueur de cet été, le grand vainqueur du mois de juillet, sur toute la fin du mois de juillet. Monsieur Lewis Hamilton, c'est le 4e et dernier enseignement. Ça aurait pu être l'ouverture très clairement de ce débrief. Hamilton, champion d'été. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'on va insister sur le fait qu'il y a eu encore une erreur chez Mercedes et c'est une constante en 2021 et on n'y était pas du tout habitué depuis le retour bien sûr de la marque en Formule 1. Cette gestion catastrophique bien sûr du restart. Cette remontée aussi également infernal où il a été gêné par Fernando Alonso et Carlos Sainz Jr. Il récupère la P2. Je vais me faire un petit test en vacances. Il récupère la P2 après la disqualification de Vettel. Donc encore une fois, voilà, la chatte à Lewis a fait le travail aussi, malgré le grand talent et la grande impression. Et puis surtout cette question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il n'est pas le grand gagnant de l'été? Et ça peut paraître encore une fois paradoxal parce qu'il était en grande difficulté au mois de mai dernier à Monaco. Ça a duré jusqu'à Silverstone. Verstappen, lui, a subi un 45-5 sur les 2 derniers Grands Prix, ce qui permet à Lewis Hamilton de reprendre la tête du championnat à mi-saison. Plus 8 points sur Verstappen au classement des pilotes. Lewis Hamilton qui déclarait ceci, je ne sais pas si c'est une déclaration d'Hamilton qu'on a juste après, mais oui, c'est une déclaration d'Hamilton. Oui. C'était vraiment difficile aujourd'hui. Il faut dire que nous nous compliquons toujours la tâche. C'est fou de penser que nous étions les seuls sur la grille au restart, mais ça peut arriver de se tromper et nous apprenons de ses erreurs. J'ai tout donné et je n'avais plus rien à la fin. On sait que Lewis Hamilton était un peu au bord du malaise et a été pris en charge bien sûr par les médecins à la sortie du podium et qu'il a parlé qu'il souffrait encore de conséquences suite à son Covid. C'est pour ça que beaucoup de journalistes ont parlé de Covid long ou de suspicion de Covid long pour Lewis Hamilton. On n'est pas médecin donc on ne discutera pas de cette notion-là, mais c'était l'info quand même à vous donner. Lewis Hamilton, le champion d'été les amis. Ça franchement, si à Monaco ou même au Castellet, en rentrant du Castellet, je vous aurais dit on va finir la Hongrie et il va repasser devant Verstappen et prendre avance. Non. Franchement, jamais on y aurait cru. Non, mais pour résumer l'ensemble de cette première partie de saison, je suis tombé sur une statistique incroyable, que je trouve en tout cas incroyable. Le nombre de tours menés depuis le début de saison. Verstappen, 403 tours. Lewis Hamilton, 129. Je pensais au moins 200. Et aujourd'hui, Lewis Hamilton est leader du championnat. Mais merci Valtteri. C'est ce qu'on disait après les 3 premières courses, il y avait un écart vraiment de 2 tiers, 1 tiers, mais comme là. Et c'est l'efficacité de ce type. C'est-à-dire que il n'a pas besoin de les mener pour les gagner, il a besoin de comprendre la science de la course et de savoir comment ça va fonctionner. Ce gars-là a compris un truc, ne pas abandonner. À chaque fois, il peut arriver les pires trucs, on va repartir d'une stratégie blanche pour derrière s'en sortir. Alors oui, il y a la chatte à Lewis, il y a ça, machin. Parce qu'effectivement, là, Verstappen avait sa voiture endommagée et peu importe ce que les mecs ont fait au stand, elle était vraiment détruite cette voiture. Il a perdu ses bargeboards. Voilà. Donc en soi, c'est un miracle déjà qu'il est terminé et qu'il ait marqué 2 points. Il s'en sort avec 2 points. Mais par contre, Hamilton à Silverstone, ils rentrent, ils font ces changements sur l'aileron avant et il va l'emporter. Il y a toujours cette optimisation-là. Et c'est ça qui est écœurant chez les autres. C'est-à-dire que Max, il va tout aligner, il va lui prendre 7 points. Mais est-ce que il y a un problème chez Red Bull, il lui prend 20 points. Est-ce que tu peux pas prendre aussi le verre à moitié vide et le verre à moitié plein et se dire que ce qui est arrivé à Max Verstappen sur les 2 dernières courses, à un moment donné, ça peut être, pardonnez-moi, j'utilise beaucoup ce mot-là aujourd'hui, mais une sorte d'épiphénomène, et que Hamilton, il peut lui arriver la même chose aussi également en deuxième partie de saison. Oui, mais quand est-ce que ça lui est arrivé dans sa carrière? Voilà, on le dit, on le répète. Début de carrière 2016. On le répète depuis le début des pistonnés, encore une fois. On se souvient de la bataille sur une demi-saison avec Sébastien Vettel, mais encore une fois, quand il n'a pas la meilleure voiture, même lorsqu'il n'a pas la meilleure voiture,
il répond présent, il prend ses 15 points, ses 18 points, il rentre à la maison. Il est 14e pendant 10 tours derrière Giovinazzi et à ce moment-là, en fait, personne ne croit c'est mort. à un podium. Bien sûr. Moi, je crois presque. Enfin, déjà à ce moment-là, Verstappen est devant et ils vont quand même aller faire une strat qui va faire passer devant Verstappen et tout débloquer. Ils sont toujours proactifs, ils sont toujours protagonistes. Ils ne subissent jamais ce qui se passe subi à la rigueur. en piste quand il faut trouver une stratégie pour quand tu as un pilote en difficulté. On sait que Mercedes, historiquement ces dernières années, a du mal quand elle est dans le trafic. Là, il y a cette stratégie qui arrive, ils rentrent assez tôt. À part eux. Personne n'a tenté quelque chose. Tout le monde se satisfaisait de cette position-là. Giovinazzi a tenté un truc là, tu sais, après le premier tour, il a passé les justement. Oui, mais d'accord. Au départ, il a passé les signaux. Et C'était une blague, hein. pendant la course. J'ai vu que personne s'est marré, mais c'était une blague, hein, je tiens à préciser. Vacances, Manu. Non, mais post-drapeau rouge, au final, Bien sûr. il y en a un qui a tenté quelque chose. C'est lui. Il termine avec un podium. Alors que This is ridiculous et je n'arrive pas à doubler Giovinazzi. Il a eu du mal sur tout le truc. Il est obligé de se décaler stratégiquement pour aller derrière, provoquer quelque chose et remonter. Et sans ça, il finit peut-être 10e ou 9e. La puissance de l'undercut quand même. Au moment où il fait son arrêt, je ne le voyais pas devant faire Verstappen, hein, personnellement. Bah, je ne voyais pas devant et autant devant. Quoi, parce que c'est Et ça incroyable. change tout, c'est le moment où ça change Ah oui, tout. parce que tout de suite, au bout de 10 tours, il a 20 ou 25 secondes d'avance sur Verstappen. À ce moment-là, il a fait le travail. Mais encore une fois, si on se concentre uniquement sur la performance de Lewis Hamilton, est-ce qu'on n'en oublie pas un peu trop vite aussi la disaster class pour Max Verstappen, qui, bon, je dis pas qu'on... il n'y avait rien à défendre. Hein. Bah, il peut rien faire. Hein. Avec cette voiture, il peut rien défendre. Hein. Non, mais c'est ce que je te... Oui, mais quand je dis disaster class, c'est plutôt le coup du sort. Coup du sort à Silverstone. On va pas revenir sur le débat. Moi, je pense qu'il aurait pu être un peu plus... comment dirais-je Ouais, mais là, tu peux rien dire. un petit peu plus cérébral sur le moment et peut-être lâché pour assurer le championnat du monde. Là, tu peux absolument rien dire. Ça lui tombe sur le coin du nez dès le premier virage. Moi, j'ai envie de te dire qu'il lui arrive presque pire qu'à Silverstone et qu'il met 2 points. Parce que Clairement. il se fait toucher l'arrière à Silverstone. Là, il se prend le Norris en pleine face, tu vois. Donc, et il termine la course et il met 2 points. Donc, je trouve que En là, fait, tu ferais la rigueur. c'est pour ça que je disais le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que tu retiens le fait que Hamilton ait été clutch et fait du Hamilton tel qu'on le connaît? Non, ou Hamilton est-ce que tu moi, je retiens retiens que Verstappen a surtout manqué énormément de réussite et de chance? Moi, je retiens que Bottas a ruiné la course de Verstappen et point barre. Ouais, voilà. Sachant que, Je retiens pas on l'un en à parle l'autre. encore une fois depuis le début de saison, mais Verstappen, il n'a pas encore eu... Enfin, il n'a pas Je encore eu... retiens Peut-être vraiment que ça Lewis, hein, n'arrivera pour le pas, coup. mais il n'a pas encore eu les éventuels soucis de fiabilité au niveau du Verstappen, moteur. c'est vrai. Ah bah si. Et des risques Ah bah pris si, par si. Honda. Eh bien, moteur neuf là parce que inquiétude sur le moteur, ils ont changé le moteur. Oui, avant non, la mais ça course. c'est consécutif au... Au enfin, crash. normalement consécutif Oui, bien au crash, mais on parle de fiabilité C'est pas sur au l'ensemble de la risque compris saison. Honda, c'est ça que voulait dire Hamza. Ouais. On aura à un moment de la saison probablement une course où Verstappen va partir du fond de grille parce qu'il y aura un bah, souci c'est- de c'est le dernier fiabilité ou de moteur, là. performance du moteur. Là, c'est le dernier qui Donc- l'a mis. Hein. Et il va Oui, être mais ça, c'est et il est sûrement abîmé en plus du crash. C'est bon. Parce que le Côté capot vitesse moteur aussi. a quand même été transpercé hein, donc, Ouais. dans l'histoire. Mais ce qui est fou, encore une fois, enfin moi, c'est vraiment cette faculté qu'ils ont chez Mercedes. Même quand ils se trompent, ils parviennent à scorer. J'ai Ouais, l'impression on passe une que je m'y stat, ferai, en fait. que je m'y ferai jamais. Et là, sur la course, j'ai écouté le on-board, le on-board de Lewis Hamilton après le drapeau rouge quand il sort des stands jusqu'à la grille. Et en fait, Mercedes ne réagit pas forcément aux attentes de Lewis Hamilton quand il demande un peu s'il doit rentrer au box. J'ai l'impression que chez Mercedes, on avait un souci avec le règlement parce que j'ai passé la nuit dessus. Il y a un point de réglementation. Le tour de formation, ce n'est pas un tour de mise en grille post-drapeau Ouais, rouge. ouais, c'est différent, Tu la as le droit réglementation, ouais. d'avoir des Ah, communications ouais, radio Et et, de tu vas confirmer, devoir du d'avoir coup. des consignes Ouais. de la part de ton box. D'accord. Et sur Esteban, j'ai écouté notamment celle d'Ocon, celle d'Alonso. Oui. Il y a un échange Bien sûr. entre l'ingénieur et le pilote. Et c'est à la fin, même si c'est le pilote qui propose l'arrêt, à la fin, c'est la confirmation du box qui fait entrer Esteban Ocon et qui fait entrer Sébastien Vettel et tous les autres. Le tour dont tu parles, Sur c'est un Lewis tour de course, Hamilton, hein. C'est un tour de course. C'est ça. Oui. Et C'est ça. c'est pas un C'est pas un tour de match formation. à Ça, c'est important de Ouais. préciser. Et chez Mercedes, je sais pas s'il y a eu un Hamilton qui part, cafouillage. c'est ça? Il y a on lui dit standing start, par Ouais, exemple, ok. mais on lui dit pas box maintenant ou ne box pas. D'ailleurs, petite précision, Michael Masi a dit que même s'il y a eu personne sur la grille, il aurait fait un standing. Ça aurait été Ah, mais il est très, très, très drôle. Ouais, Ça aurait été magnifique. Très, très Il aurait été Et d'ailleurs, La course un fantôme. dernier mot sur ce point, mine de rien, dans les stands, c'est quand même assez chaud hein, tout ce qui s'est passé. parce Mais que- Mazepin, non, mais attends, par je disais, Mazepin, le pauvre. Oui, le pauvre, vraiment, le Ça, pauvre, ça, ouais. parlons-en une toute petite seconde. Parce que ça, Allez. c'est la sécurité quand même. Allez, hein. Ça, c'est n'importe quoi. Une toute petite seconde. Il faudrait quand même que la FIA, à un moment donné, se rende compte du nombre incroyable de zones grises qu'il y a dans son règlement. Comment tu peux
te dire que parce que tu es au premier stand, tu ne peux pas rentrer parce que sinon tu repars dernier vu qu'il y a un unsafe release sinon. Et si tu es au dernier stand, tu ne peux pas ressortir parce que du coup tu te retrouves pas sur la bonne ligne, tu es obligé de faire ce qu'a fait Russell et relâcher cette place derrière. Incroyable d'ailleurs. Je pense qu'on était tous autour de la table à penser à un problème mécanique. Ouais, Oui, bien sûr. C'est possible. Mais c'est quoi, Il y en a qui étaient heureux, ce sport où on est obligé de naviguer entre les règles alors que, enfin je veux dire, on est sur une piste fermée, avec 20 mecs. Je veux dire, il va pas se passer non plus un milliard de trucs. Tu peux quand même envisager tous les scénarios possibles. Il y a aussi une question de réalisation, c'est que tu ne vois absolument pas ce qui s'est passé. Puisque tu es sur Lewis Hamilton seul en grille, Et logique. tu ne vois absolument pas ce qui se passe dans les stands. Sauf que c'est dans les stands que va se jouer le scénario. Au-delà de l'interprétation des règles, moi c'est vraiment le souci de sécurité pour les mécanos qui sont là. Moi c'est ça qui me pose problème. Tu vois comment quand l'accident entre Mazepin et Giovinazzi ou Raikkonen, et tu vois à quel point sur la caméra du pit, Steiner il est proche du truc qui s'envole machin, alors que eux ils sont pas sécurisés. Hein. Eux ils sont sur leur fauteuil comme ça machin. Quand Esteban Ocon ou Sébastien Vettel, l'un des deux, je sais plus, entre pour aller se positionner à son emplacement, il fait un signe de la main à un membre d'une autre écurie, du coup je sais plus laquelle, de s'écarter. Je sais plus si c'est Alpine ou Aston Martin, enfin si c'est Ocon ou Vettel. Il va falloir, je pense qu'on a peut-être assisté à la fin de la possibilité d'entrer au stand avant le départ, je sais pas, mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Eh bien, écoutez, les amis, en tout cas, il y a une chose qui est assez claire. Il y a 3 semaines, il y a 1 mois, on se posait la question dans cette émission, est-ce qu'il va y avoir du suspense finalement au championnat du monde parce qu'on voyait Verstappen complètement s'envoler dans une série magique? La réponse, 1 mois après, regardez, avec le classement des pilotes et des constructeurs, on l'a très clairement, la comptabilité va être faite. Là, regardez, ils font les calculs là en régie là, actuellement sur la compta. Voilà, magnifique, la compta a bien fait son taf. Regardez les petites flèches rouges et vertes. Carlos Sainz, en effet, qui passe devant Charles Leclerc. Mais la principale information, c'est quand même Lewis Hamilton qui reprend, bien sûr, la tête du championnat du monde. On le disait, bien sûr, pour 8 petits points. Mercedes aussi également en tête, là, désormais, avec, j'allais dire 10 points d'avance. Non, absolument pas. 8 points d'avance. 12 points d'avance, excusez-moi. Je ne fais pas partie de la compta, vous l'aurez bien sûr compris. Voilà, en tout cas, pour les enseignements. Et Norris qui termine avant la pause à la 3e place. Alpine qui gagne 2 places Et Alpine, en effet, tu as raison, qui gagne 2 places au championnat du monde et qui pourrait peut-être s'inviter à la lutte peut-être là-haut. On va en parler justement d'Alpine. Pas de décryptage aujourd'hui puisque vous l'avez compris, les circonstances font que ce week-end était tout à fait historique. Un Français a gagné dans une voiture française. C'est l'objet du débat. Regardez cette une de l'équipe, absolument incroyable, parce que c'est vrai que la Formule 1 a très rarement les honneurs, en tout cas de la une, dans le quotidien sportif français. Ocon, le coup de foudre, un Français qui l'a emporté dans une voiture française. Ça, franchement, la dernière fois que c'est arrivé, soit vous n'étiez pas né, soit j'étais très petit, mais en tout cas, ça méritait bien de se poser 2 questions. Des questions inhérentes, bien sûr, à toutes ces questions. On va se poser une question, on va dire, qui va être un peu sous-jacente, c'est la question de la progression d'Alpine. Ok, Alpine, Renault en tout cas, a gagné gagné ce week-end et l'attendait depuis son retour en Formule 1, c'était 2016, oui exactement, merci beaucoup. Magnussen Palmer, ce line-up qui nous faisait rêver. Et on revient de loin. Je rappelle la vidéo de la présentation de la voiture, elle avait été faite sur une planche de surf sur la mer. Je n'ai toujours pas compris le concept en 2021, mais c'est pas grave. Ah mais c'est français. C'était très français, à Osgore, ils avaient tourné ça avec Palmer et Magnussen, super, magnifique. Bref, en tout cas, on peut s'en féliciter. Donc là, 2 questions sous-jacentes autour de ce débat. La progression, bien sûr, d'Alpine. Est-ce que cette victoire vient matérialiser une réelle progression? Et puis, on va se poser aussi la question des pilotes et revenir un petit peu plus sur Esteban Ocon, à savoir, peut-il tuer le père? Le père, c'est Fernando Alonso, le papa qu'on aurait tous aimé avoir. Bref, il ne nous a pas reconnus, n'est-ce pas, mon cher Hamza Ramani? Mais ça ne saurait tarder dans quelques semaines, on l'espère. Première question, les amis, est-ce qu'aujourd'hui, Alpine, c'était un coup de chance, cette victoire, ou est-ce que c'est le marqueur d'une réelle progression? 13 ans d'attente quand même pour le groupe Renault. On se rappelle que la dernière victoire d'une voiture détenue par Renault, c'était au Grand Prix du Japon 2008. Un pilote français dans une voiture française, ça remonte encore plus loin. On parlait bien sûr d'Alain Prost sur la Renault. On évoquait aussi bien sûr Olivier Panis sur la Ligier Monaco 96.
Pas une victoire à la régulière, il faut quand même le préciser, avec d'incroyables circonstances favorables. Mais quelque part, cette victoire, on ne l'attendait pas. On n'en attendait rien, on peut le dire, de cette Alpine dans cette saison 2021. On était presque même très déçus après cet hiver. On rappelle que c'est l'une des écuries à avoir le moins développé aussi également son concept aéro sur cette saison 2021. Et Alex l'a dit tout à l'heure lors du débrief, une Alpine aussi également un peu plus clutch que ne le fut Renault. Est-ce qu'on n'a pas assisté hier à une meilleure gestion des événements? Pour répondre à cette question, avant de vous la poser, bien sûr, et vous donner encore un petit élément, c'est le boss, le PDG, bien sûr, de Alpine, monsieur Laurent Rossi, qui a peut-être profité d'ailleurs de l'effet Cyril Abiteboul, en tout cas du travail effectué par Cyril Abiteboul. Il le dit, on peut être fier de l'excellent travail de toute l'équipe, c'est inattendu et évidemment un peu chanceux, puisque les circonstances font qu'on prend une position intéressante en début de course sur un circuit qui se prête à défendre, mais tout a été géré de main de maître, la stratégie, les pneus, le carburant. Il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas. Simple coup de chance, les amis, réelle progression pour Alpine. Le prisme a changé, on a parlé d'Ocon, là je veux vraiment qu'on parle d'Alpine. C'est un coup de chance dont ils n'auraient pas été capables avant, je pense, puisqu'ils ont su se mettre dans la bonne situation, ça oui, mais ils l'ont déjà eu cette opportunité-là. Ils se sont déjà retrouvés dans cette position-là sans pour autant scorer. On en parlait hier en conf de rédac, Nico Hülkenberg en 2019. L'échec de Cyril Abiteboul. Ça a bégayé, vraiment. Et Hockenheim, il peut la gagner, en fait, cette course-là. Ouais. C'est vraiment... Il y a une réelle progression dans la manière d'aborder les courses, d'aborder le championnat. Et sincèrement, moi, je pense que c'est dû à une chose, c'est l'arrivée de Fernando Alonso, qui, à mon avis, dans l'esprit de l'équipe, a insufflé une mentalité de « on n'a pas le droit à l'erreur ». Et... ça s'est vu en deuxième partie de saison l'année dernière. La progression de Renault, pas forcément sur le matériel, mais sur l'esprit de la course, la science de la course, la manière d'aborder les choses. Les podiums de Daniel Ricciardo, ils ont été faits parce que tout a été aligné correctement. Et peut-être que c'est ce qu'on ressent là encore cette année. Moi, je pense sincèrement que le duo de pilotes joue énormément dans la manière dont l'écurie travaille. Plus que le management, du coup. Moi, je suis plus sur le management. Très sincèrement. Je suis pas sûr. Moi, sincèrement, si je bosse pour un Fernando Alonso, je peux te dire que je vérifie 3 fois si l'écrou il est serré, tu vois. mais c'est l'image que j'en ai. Après, c'est pas forcément. Enfin, encore une fois, je suis pas chez Alpine tous les week-ends et je peux pas te dire si c'est ça. Mais c'est l'image que j'en tire. C'est vrai que moi, je suis plus sur le management. Et bien sûr, il faut rendre hommage à Fernando Alonso et Esteban Ocon, mais le management, il a quand même énormément changé. C'était pas seulement un changement de nom chez Alpine, c'est vraiment un changement restructurel aussi au niveau du personnel et des têtes pensantes. Abiteboul s'en va, Luca De Meo qui est le nouveau PDG du groupe Renault, et il décide de enlever Cyril Abiteboul et de mettre 2 personnes. Et on sait toujours pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Oui, non, mais ça entre parenthèses. Marcin Budkowski a quand même dit c'est français. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est un esprit à la française. Il met 2 personnes du coup, Luca De Meo, il met Marcin Budkowski et Davide Brivio. Marcin Budkowski, il est plus côté usine et Davide Brivio, c'est plus directeur de course. 2 personnes, 2 grosses têtes pensantes. Quand même, Marcin Budkowski, il avait des postes à responsabilité du côté de chez McLaren et aussi du côté de chez Ferrari. Il a bossé sous l'ère Michael Schumacher quand même, avec Rory Brown et aussi avec Ross Brown et Janton. Et Davide Brivio, gros taf avec Suzuki. Ouais, et on sent vraiment que c'est l'âme de quelqu'un qui veut être directeur de course et qui sait diriger une écurie, cette écurie-là, en piste, justement pour les mener vers de bonnes décisions. Et c'est justement ce travail sur lequel Laurent Rossi a amené, c'est-à-dire que, bah ouais, en fait, il y a des hommes derrière et qui ont parfaitement géré la course d'Esteban Ocon pour qu'Esteban Ocon soit dans les bonnes conditions et puisse avoir ce coup de chance dont parle Brice. Après, vous en parlez tous les deux et je suis assez d'accord avec vous sur le côté la notion de progrès, mais je vais te relancer là-dessus, Hamza. S'il n'y a pas une victoire d'Esteban Ocon dimanche, jamais on pose cette question du progrès d'Alpine. Parce qu'elle est même difficile un peu à lire cette saison. On l'attend plus en 2020 qu'en 2021. Ou en tout cas, on l'attend moins en 2021 qu'en 2020. Tout au long de la saison, moi le premier, j'ai été déçu. Alors peut-être parce que j'avais des attentes élevées par rapport à la fin de saison 2020 avec Renault. Mais j'ai été extrêmement déçu de la performance de la monoplace de la voiture Alpine. Je me posais la question, est-ce qu'ils pourraient déjà avoir ne serait-ce qu'un podium ? Là, ils ont signé une victoire avec des circonstances, mais de toute façon, quand tu n'es pas Mercedes, quand tu n'es pas Red Bull aujourd'hui pour gagner, il faut des circonstances. Sur la gestion de course, Ocon, il est parfait. Je ne suis pas sûr qu'Alpine, au niveau de la gestion de course, parce qu'on parlait tout à l'heure de Lewis Hamilton et de Mercedes, Alpine a subi la stratégie de Sébastien Vettel. Et ça ne se joue pas à grand-chose pour que l'on retrouve Sébastien Vettel devant
Esteban Ocon Oui, après c'est la le sortie Hungaro qui a permis ça d'Ocon. quand même. Hein, mais pour rejoindre ce que dit Hamza, je trouve que c'est davantage les hommes que la voiture qui a progressé. C'est ça. Et en ça veut quand même dire une chose, c'est que la progression d'Alpine, elle est en, La marge de progression, elle est importante. la marge est grande, mais en même temps, il faut, comme on le dit à chaque fois, tout aligner. Hein. C'est pas parce que en fait, tu manages mieux. Enfin, si ta voiture elle est mal dessinée, t'as beau bien manager. Steiner, c'est peut-être un excellent Non, mais manager. tu vois, hein. j'entendais les propos d'Alex, tu vois, sur le nouveau management de cette écurie. Moi, je me demande si la victoire d'hier n'est pas celle de Cyril Abitboul, très clairement. moi, je le pense sincèrement. je le pense Moi, je le aussi, pense aussi. ou en partie entre guillemets. Et il y a un fait dans cette course dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est cette tentative d'undercut Ouais. de Sébastien Vettel et d'Aston Martin. Qui doit passer. Hein. Ils se font un peu prendre comme des bleus, on peut le dire. Franchement, Alpine, Mais parce qu'à ce moment-là, je pense que concrètement, ils se disent tant que ça bouge pas, on bouge pas. Et C'est aussi la stratégie découverte. à réagir, Mais quoi. c'est aussi la Et- découverte, le fait d'être devant, comment tu gères ça. Découvrir la voiture qui n'a personne, enfin la voiture n'a personne devant, donc elle réagit avec du clean air total. Donc c'est la première fois pour Alpine qui était dans cette position, donc c'était assez spécial. Petite juste information, vous parlez notamment de la voiture qui a été mal dessinée ou non. En fait, le gros problème, c'est qu'il y a un énorme problème de soufflerie Fleury, ouais. durant l'intersaison, du fait que forcément la voiture, dès qu'elle arrive au début de saison, en fait elle n'a pas eu ces tests soufflerie pour ouais, mais performer. ça, ok, ça c'est dit, on le sait, point. Et tu vas pas t'en plaindre toute la saison. Au bout d'un moment, Oui, en fait, mais- il va mais c'est falloir. une- tu c'est pars, une incidence sur le avec début de un saison. énorme Je suis handicap. d'accord, il y a eu un problème de direction assistée, il y a eu un problème de châssis, machin et tout. Au bout d'un moment, toutes les écuries ont ce genre de problème. On peut pas arriver en disant oui, mais vous vous rendez compte que, ok, c'est problématique, ça a causé du souci à Alpine, soit très bien. Ils ont réglé ce problème. Ils ont refait des tests après. Leurs résultats se sont améliorés, je vous l'accorde. Néanmoins, maintenant, ce package, il est comme ça, il faut faire avec. Aujourd'hui, tu as Mercedes qui a un problème d'arrière qui est fondamental. Fondamental dans la voiture, à tel point que leur domination de 7 ans est remise en cause. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se débrouillent. Ils arrivent à trouver une manière de stabiliser l'arrière par des flaps, par des petites ailettes, par un petit machin qui leur permet après de débloquer leur aileron arrière, de redébloquer leur vitesse de pointe et d'aller battre Max Verstappen. Ils ont mis 4 grands prix à le faire, ils l'ont fait. Aujourd'hui, Alpine, leur package, il est tel quel, il faut faire avec ses forces, avec ses faiblesses pour derrière aller optimiser. Alors ils l'ont fait là. Ils l'ont fait là, je suis d'accord. Maintenant, il va falloir le faire de manière régulière. Aujourd'hui, ils savent qu'ils ont une voiture qui a un problème sur le transfert de masse, qui a un problème sur le fait de s'inscrire dans un virage, de ressortir d'un virage. Il leur faut un circuit comme le Hungaroring pour avoir des vitesses qui n'ont pas d'énormes écarts entre les virages. Ça marche ici. Maintenant, apprenez à ce que ça marche ailleurs avec ce package-là. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est nécessaire si tu veux t'inscrire avec ce package dans le milieu haut de tableau et aller tenter de garantir cette 5e place au championnat. Ouais, on n'a pas la même marge de manœuvre dans le midfield que Mercedes, et de toute façon, c'est ça que Je suis d'accord. c'est que cette marge de manœuvre elle va être très difficile à manœuvrer, parce que quand tu vas arriver avec Aston Martin, qui, encore une fois, très sincèrement, et Sébastien Vettel à la fin de la course, il est extrêmement déçu. Il sait qu'il avait cette victoire au bout du volant. Donc, Et que l'Aston avait plus de rythme que l'Alpine aussi. oui, c'est Mais beaucoup de clair. voitures avaient plus de Donc- rythme en soi. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, l'Aston Martin est aussi en bonne progression, notamment sur les relais, sur les très très longs relais. Donc, c'est sur cet aspect-là aussi qu'Alpine doit s'améliorer. Il y a plein de petites choses à mettre bout à bout pendant toute la saison pour justement réussir à amener cette Alpine sur cette saison de transition. Encore une fois, d'où justement avoir cet opportunisme et cette chance, c'est assez excellent. C'est en ça, et on va y revenir peut-être un petit peu après, mais le fait de gagner en 2021 ne nous dit pas grand-chose sur la suite en définitive. Bah non. Parce que c'est pas comme s'ils avaient gagné à la régulière. Ce qu'ils nous disent là, c'est que leur voiture correspond à un type de tracé, celui du Hungaroring. Manque de bol, c'est pas un type de tracé qu'on retrouve régulièrement. Dommage pour vous, les copains. Maintenant, ce qu'on sait. C'est l'effet inverse de Williams, tu sais. Oui. Mais Bon par chance. exemple, si tu prends une analogie avec Alpha Tauri, pour pas comparer Gasly et Ocon, mais pour comparer sûr. les écuries. Est-ce que tu les as vus mieux savoir gérer le haut de tableau depuis qu'ils ont gagné? Non, Non. l'inverse. Mm. l'AlphaTauri est une écurie de coups, une écurie de coups de feu. Mais comme qui a un la patin. performance. Là, t'as des mecs quand même au sein de cette écurie qui sont capables de gérer. Tu vois, tu Il y a pas de disais Brivio. Oui, bien Brivio, sûr. par exemple, il a managé une équipe qui a gagné. Oui. Fernando Alonso, il est allé Oui. au Ouais. bout avec. Voilà, t'as quand même un historique que n'a pas l'AlphaTauri. Mais c'est justement ce qu'il va falloir qu'ils nous prouvent, Mm. qu'ils ne sont pas une équipe de milieu de tableau, mais une équipe de haut de tableau qui n'a pas les performances qui vont avec son standing. C'est ça qu'ils doivent prouver aujourd'hui, c'est-à-dire optimiser leur package coûte que coûte. Il n'y a pas le choix. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a eu les difficultés du début de saison. Maintenant, tout s'est mis en place. On a l'impression, un peu comme la saison dernière finalement, que sur la seconde partie de saison,
on ait une régularité avec de très bons, d'excellents résultats, peut-être d'Alpine. Et peut-être que la question, on en parlera tout à l'heure, de la monoplace et de sa place dans la hiérarchie, on l'aura finalement sur la seconde partie de saison. Complètement. 5e place. Aujourd'hui, 5e place. Sachant que Ferrari est revenu entre guillemets à son niveau. Oui. Donc à la 5e place, mais est-ce la 5e voiture du paddock? Non. Je sais pas. Pas pour le moment, c'est Aston pas Martin très- est derrière c'est au plus classement, on sait mais hier on a l'impression que Sébastien Vettel était le plus rapide. Ça dépend des fois. Ça, on va en parler. On va en parler justement de cette hiérarchie, mais juste avant, posons la question des pilotes. Vous le voyez, le titre. Ocon peut-il tuer le père? Le père Fernando Alonso, qu'on a annoncé, enfin qui a signé il y a à peu près un an, un petit peu plus d'un an. Ça, Il a été officialisé, je crois que c'était en août, c'est ça, de l'année dernière. Fernando Alonso, Esteban Ocon. Hier, quand même, ce qui a marqué les esprits, je trouve, en bas du podium, à l'arrivée de cette course, c'est cet esprit d'équipe, en tout cas, qui réunissait ces deux garçons. Et pourtant, il y a un an, c'était pas gagné quand on en parlait. Regardez plutôt avec ce tableau. Est-ce qu'Esteban Ocon peut-il tuer le père? On lui promettait l'enfer. Alonso et cette réputation de broyeur de coéquipiers. Vous verrez cet été, Jacques Villeneuve en parle d'ailleurs dans cette très belle interview qu'on va vous diffuser. La rumeur de tractation aussi, ça on n'en a pas beaucoup parlé, mais Gasly-Renault, Gasly l'a confirmé il y a peu de temps. Il y a eu des discussions. On a douté à un moment donné chez Renault l'année dernière de se dire est-ce qu'on a fait le bon pari avec Ocon? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre Gasly dans cette voiture? Cette réadaptation difficile après 18 mois d'absence, pardon. Brice, tu voulais dire un truc? Est-ce qu'on voulait Gasly à la place d'Ocon? D'Alonso? Moi, je pense que après Alonso, je veux dire. c'est après l'officialisation d'Alonso, hein, les tractations avec Gasly. Donc, D'accord. c'est pour ça. Moi, C'est en théorie. Après, on n'est pas dans les petits papiers. Il y a sans doute des choses qui nous échappent. Ok. Et on a peut-être moins d'informations que certaines autres personnes. Mais en tout cas, Gasly en a parlé. Et je ne pense pas que Alpine mette deux Français dans la voiture. Et surtout Ocon et Je pense Gasly. que c'est impossible. Et surtout Ocon et Gasly. Je pense que c'est impossible. La belle harmonie bien, quand même aujourd'hui, après l'enfer promis, la belle harmonie quand même chez Alpine avec Alonso peut-être un peu en leader du développement technique, ce qui peut expliquer pourquoi il était aussi un petit peu mieux ces dernières courses. Mais la grosse implication également de Ocon du côté d'Enstone. Et puis surtout, à l'avenir, quel statut pour Ocon? Est-ce qu'il peut briguer ce rôle de numéro 1? Ça, c'est la question sur laquelle je vais vous entendre. Parce qu'Alex Caldi, hier, m'a envoyé ce petit verbatim, toujours, bien sûr, du patron de Renault, du patron de Renault, bien sûr, Laurent Rossi. Cette interview donnée à la BBC le 26 juillet 2021. Écoutez bien, il a eu du pif, Laurent Rossi. Esteban n'a peut-être pas l'étoffe d'un champion du monde, qui peut être adoubé de cette façon. Pas beaucoup de pilotes en ce moment. Il n'est pas moins bon qu'un Sainz ou n'importe quel second pilote des meilleures équipes. Je me suis trouvé un excellent second pilote et je pense franchement qu'il a tout ce qu'il faut pour devenir un pilote de haut niveau. Ça, le pif, Un quand tu l'as, véritable Valtteri La Bottas. French Touch. la French Touch et le pif, quand tu l'as, ça ne se perd pas. Alex, je te fais réagir tout de suite à cette déclat parce que pour toi, en tout cas, dans la tête des dirigeants de Alpine, c'est pas possible que Ocon soit numéro 1. En fait, sur le début de saison, face à Fernando Alonso, il était le pilote numéro 1. C'était lui qui était le plus écouté lors des débriefs de Grand Prix. Puis bien sûr, il y a Fernando Alonso qui est revenu, il a eu plus de ressenti sur cette Alpine, et derrière, il a repris le lead. Par contre, ce qui m'étonne dans ces déclarations, qui ont forcément changé après cette victoire, bien sûr, c'est que quand même, quoi, c'est que tu as cet aspect où Fernando a quand même réussi à reprendre le lead sur Esteban Ocon, où maintenant Esteban Ocon il était un petit peu esselé d'une certaine manière face à Fernando Alonso. Et ça faisait référence aussi à Jacques Villeneuve qui disait c'est un requin, Fernando Alonso. Il arrive à reprendre le lead sur ses coéquipiers. Et la force d'Esteban Ocon, c'est que il y a eu cette histoire de confiance en lui qui était peut-être un petit peu mise à mal sur le début de saison. Et forcément, Même très mise à mal, on Très peut le mise à dire, mal. sur les dernières Et semaines. ce qui n'a pas d'ailleurs été confirmé par Esteban Ocon lui-même, mais aussi par Laurent Rossi hier aux médias, où il disait non, on a toujours eu confiance en Esteban et tout. Alors je dois juste avouer que j'ai mis un peu de doute après ces déclarations-là. On a toujours eu confiance en Esteban. J'ai mis quand même un petit peu beaucoup de doute là-dessus. Depuis 2 jours. Depuis 2 jours. Depuis 12 heures, on est bien là. On a confiance en lui. C'était quoi la question? Ocon peut-il tuer le père? Est-ce que Ocon peut être véritablement J'étais sur Alex, désolé, j'écoutais pour une Non, fois. non. Est-ce qu'il peut être le poil à gratter de Fernando Alonso? Est-ce que la domination de Fernando Alonso au sein d'Alpine peut être remise en question après cette course? En fait, le truc, c'est que Alonso, il a pas le même état d'esprit qu'avec les autres écuries. En fait, c'est plus sur ce prisme-là, parce que c'est de la bonne volonté d'Esteban Alonso, je vais dire. La fusion
Il n'a fait Fernando Con. C'est de la bonne volonté d'Alonso, tout ça aussi. Hein. C'est-à-dire que hier, peut-être. Du nouveau Alonso. Hier, si Alonso se bat pas comme un chien comme ça, encore une fois, peut-être qu'Hamilton va chercher cette victoire et qu'on n'en parle pas en débat aujourd'hui. Donc, il faut bien se mettre en tête que sur le prisme Alonso, depuis qu'il est champion du monde, en 2007, il rejoint McLaren avec comme objectif d'être champion du monde. En 2010, il rejoint Ferrari dans l'objectif de redonner le titre à Ferrari de champion du monde. En 2015, quand il rejoint McLaren Honda avec cette idée de refusionner le couple qui a fait les succès et la domination de McLaren en 2015. Bref, à chaque fois qu'on le recrute, on lui dit « Écoute-moi bien, on compte sur toi pour être le maître absolu de la Formule 1 ». C'est pas le cas chez Alpine. Chez Alpine, on lui a proposé un projet genre tu te souviens, c'était bien quand même il y a 15 ans. Est-ce que ça te dirait pas qu'on essaie de restructurer quelque chose parce que les mecs ils sont perdus, ils ont besoin d'un mec pour les motiver, de ça machin. Alonso arrive. Alonso se met dans cette position où il étudie pendant 6 mois la voiture. C'est vrai. Il a fait un audit sur l'écurie, on peut le dire comme ça. Exactement. Franchement. Il arrive pour donner son expérience pour ramener Alpine au plus haut niveau. Il sait très bien que s'il veut ramener Alpine au plus haut niveau et devenir champion du monde à 44 ou 45 ans, j'en sais rien, en 2023, 2024, 2025, il faut que sainement l'écurie se rebâtisse, se reconstruise et redevienne un top team. Et il ne peut pas lui sucer la moelle de l'intérieur alors qu'on n'est pas encore au haut niveau. Que la bataille se passe dans 2 ans et que ça se passe pour 1 et 2, vous verrez si Fernando Alonso n'est pas un destructeur d'écurie. À l'heure actuelle, il n'a aucun intérêt à le faire et il a tout intérêt à pousser l'écurie vers le haut. Exactement, c'est un objectif commun. On le disait tout à l'heure. Ne tue pas le père se laisse caresser, c'est tout. Et parce que le père sait qu'il a besoin d'Ocon, il a besoin de l'écurie, il a besoin de tout le monde. En fait, si tu veux, c'est vraiment un objectif commun. Ils vont tous ensemble construire les fondations, poser les bases, qu'elles soient les plus solides possibles. Et le jour où il y aura la possibilité peut-être d'aller chercher un titre mondial, tout le travail qui aura été fait en amont, Fernando Alonso, à ce moment-là, il pourra l'exploiter. J'aurais aimé voir Alonso 2e là, à la place de Vettel. C'est Parce vrai. que est-ce qu'il aurait été aussi team player? Esteban, This is not the place. Esteban, this is not your place. let Fernando. Non, mais un petit mot quand même sur Fernando Alonso, parce que moi il y a quand même un truc qui m'étonne assez sur cette saison. J'ai l'impression qu'on retrouve l'ancien Fernando Alonso. Tu sais, il y avait cette déclaration quand il était chez McLaren Honda, il disait « Quand je revois des images de moi en 2005 ou 2006, j'ai l'impression de voir un fou, tellement je suis exalté, tellement je crie. » Il s'est vu hier. C'est exactement. Et non, mais à l'époque où il était chez McLaren Honda, il avait dit ça. Il avait dit je pourrais plus jamais être ce Fernando Alonso là parce que j'ai l'impression que j'étais complètement exalté, fou. Je suis devenu beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Moi, j'ai l'impression qu'on retrouve un Fernando Alonso un petit peu à cette manière-là, cette grinta que tu ressens, mais il était pas que posé. tu retrouves. Il était désabusé. Complètement. Oui. Il était désabusé. Et en même temps, il y a quand même un nouveau un Fernando Alonso un petit peu plus frais. Ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu comme ça, sérieusement? Enfin, je parle en Formule 1, hein, je parle pas en dehors de tout ça. Très longtemps. Parce que même 2012, chez Ferrari, il n'y a pas cette fraîcheur. 2010 peut-être. Ouais, mais Ferrari, c'est compliqué parce qu'il y a la pression, il a vraiment cette. Il est habité d'une mission. Moi, 2011, chercher le titre Monza, mondial. je trouve incroyable. Donc il y a une pression folle. Valence 2012, ouais. Valence 2012, c'était incroyable aussi. Cette En première victoire. 2013, il gagne pas, mais il fait une course incroyable aussi. Non, enfin, il y a eu des. Il y a eu des coups d'éclat. Après, sur une saison complète, effectivement, là, il se montre vraiment. Moi, la bagarre qu'on a eue avec Hamilton hier, Elle est désolé. extraordinaire. C'est Et incroyable. le score of the day, avant la bagarre, 14% Ocon, 14% Hamilton, 12% Alonso. Après la bagarre qui a duré 3 tours, 28% Non, Alonso. ça a duré 3 tours, elle a duré 11 tours, 54, 65, je les ai notés. Ah ouais 54e tour, 65e c'est tour. passé trop Je vite. savais que j'allais avoir malhonnêteté intellectuelle. Non, C'était c'est écrit. pas la malhonnêteté, parce que j'ai pas la stat. C'est juste que j'ai Non, l'impression il y a eu que ça une vraie duré 3 bataille. tours. Il y a eu une vraie bataille sur 3-4 tours où ils se croisaient, décroisaient. Oui, mais il a résisté si tu pendant veux, 10 tours, alors. voilà, c'est ça. Ouais, Sur ouais, 10-11 ok. tours, il Ok. était de moins Non, mais je suis d'une d'accord, seconde. j'avais pas la stat, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Non, mais Mais moi, il m'a fait rêver hier. évidemment. Il m'a fait rêver. Évidemment. Et si c'est toi qui le dis, ça veut dire que c'est très Et fort. je l'aime Et très pas. important, très Je l'aime important. Je fais une aparté, mais ça rejoint la lutte Alonso-Hamilton. On entend souvent cette lubie, parce qu'à mes yeux, c'est une lubie. On ne doit pas interférer dans la lutte pour le titre mondial. Sous-entendu, quand t'es pilote, tu laisses passer, là en l'occurrence Hamilton ou Verstappen, tu t'écartes, tu laisses passer. Mais justement, le fait de te battre face à un pilote qui joue le titre mondial, c'est ne pas interférer parce que tu joues la course à fond. Et là, Alonso, il a fait honneur à la Formule 1, il a fait honneur à Alpine, il a fait honneur à Fernando Alonso, champion du monde, à Verstappen. au statut de champion du monde, à Max Verstappen et à Lewis Hamilton, à tout le monde. Donc non, mais Fernando Alonso, il a été héroïque hier et effectivement.
Enfin oui, je suis pas sûr, mais j'ai pas de certitude, parce qu'on n'a jamais de certitude. Mais s'il n'y a pas cette lutte de 11 tours, est-ce qu'on parle de la victoire d'Esteban Ocon? Pas sûr. J'ai juste un petit truc à rajouter par rapport à la défense d'Alonso. Qui s'est plaint hier de la défense d'Alonso, à part Hamilton en radio? Personne. Personne n'est venu se plaindre de ça. T'as raison. Alors que si c'est Max Verstappen qui le fait, on dit qu'il serre, on dit qu'il force. Il y a contact, hein. Il y a contact. Oui, il y a contact. Oui, c'est Au limite, 4. hein. Ouais, Contact. Donc, c'est fou à quel point ce mec-là peut faire ce qu'il veut en piste. On se dit, non mais il sait ce qu'il est-ce que fait. c'est pas le Il sait ce qu'il fanatisme fait. des gens? C'est-à-dire Mais- que si tu mais parles non, de moi, Verstappen, il y a mais les non. pro Hamilton qui vont arriver et que Alonso Mais est moi, un peu j'ai- Parce qu'Alonso a été un pilote sale dans sa carrière. Enfin, non, mais par rapport à Schumacher. Ouais, la Hongrie, ça te parle ou pas 2007? 2007, elle est pas belle. Non mais excusez-moi, la Hongrie, ça n'a rien à voir. On parle de. Plus en de- coulisses quand- moi, je parle- non, moi, je parle de Plus sur en la Hongrie piste. 2007 sur Massa, Moi, il je est parle- sale. D'accord, Il est moi je parle sale. sur la piste 2007, Ouais, c'était plus en coulisses il y que a sur la 15 piste. ans. T'as raison. C'était il y a 15 Non ans. mais c'est vrai. Ben, on le retrouve avec cet état d'esprit-là, moi, je trouve. Ouais, mais il est pas. Moi, je l'ai trouvé propre hier. Ah oui, oui, oui. Ouais. Après, on va me dire, Moi, si on veut, mais moi, je l'ai trouvé propre. moi, je trouve que sa défense, elle est incroyable. Elle est Et dure, que- mais et que enfin, si c'est pas ce lui qu'on qui demande. l'a fait, si la voiture n'a pas cette Ça tête-là, termine, si le ouais. pilote, peut-être qu'on se dit, On pourra Oh, pas- Mick trop. Schumacher sur Max Verstappen, moi je trouve qu'il a fait le taf. oui, mais c'est Il y a eu Verstappen, un on léger dit coup de- il faut qu'il arrête d'en faire trop. C'est ça qui m'énerve, c'est que selon le prisme qu'on a, selon l'image qu'on a du pilote, Alonso, on lui laisse tout passer. Alors que pour moi, c'est bien hein, ce qu'il a fait. Hein. Je trouve ça Et tu veux magnifique. qu'on Oui, soit il- pareil pour tout le monde. Race. Mais oui, au bout d'un moment, we race as one. Il race as one hier en partant tout seul sur la grille quand même. hein. Elle est pas mal celle-là. On va avoir des problèmes, mais elle est pas mal. Et l'ouverture que j'ai envie de faire sur toutes les questions qu'on a posées autour de Ocon, d'Alonso et de Alpine, c'est un peu et maintenant. Parce que la grande question, vous allez le voir avec ce tableau, on a quand même peu de données sur cette écurie Alpine, malgré le fait qu'elle ait gagné sa première victoire. Est-ce que cette victoire, elle valide un certain potentiel? Alors, on l'a vu chez les pilotes, il y a du talent, on vient de le dire et répéter, on est d'accord, mais un certain potentiel voiture ou quoi que ce soit, moi personnellement je ne sais pas. L'une des écuries a apporté le moins de développement, c'est une explication aussi peut-être cette saison un peu difficile à lire. Est-ce qu'il y aura d'autres coups aussi pour Alpine dans cette saison 2021? Bref, qu'est-ce que vous attendez maintenant après cette victoire de cette saison pour Alpine? Et est-ce qu'on a le droit, alors ça j'adore, c'est toujours la question que je vous pose à chaque fois qu'on fait un débat écurie, c'est est-ce qu'on a le droit à un peu d'optimisme pour 2022? Sortez vos boules de cristal. Est-ce que la Qu'est-ce que tu vas faire l'année réorganisation prochaine du board a apporté ses fruits? Est-ce que, d'autant plus que 2022, on se rappelle que le grand gagnant de l'époque de ces accords Concorde, c'était quand même Renault, les budgets capés, rappelez-vous, cette F1 un petit peu plus normale en termes de coûts, je mets tout ça entre guillemets bien évidemment. Et puis, est-ce que la belle harmonie du côté des pilotes peut-elle vaciller? On a vu deux copains hier, Esteban Ocon rendant hommage à Fernando Alonso qui avec sa petite taille soulevait le grand d'1m90, je trouvais cette image absolument fantastique. Bref, est-ce que ça peut rester en vigueur tout au long de cette aventure Bah non. alpine? Tu non. l'as dit, les accords concordent déjà. Moi, je suis très optimiste pour Alpine parce qu'il faut savoir que Alpine, Renault, du coup, en 2020, termine 6e, 7e Ouais, c'est ça. Sixième. 6e. Non, 5. Ah non, 5, t'as raison, juste derrière Cinquième. McLaren, ouais. 5 et ils sont dégoûtés parce qu'ils disent on peut pas dire que c'est la même chose Oui, parce oui. qu'il y a eu Ferrari qui est descendu. Voilà, c'est ça. 5e place, ils auront donc plus de temps de développement que pour la voiture de 2022 que ceux qui sont devant eux, tout simplement. Donc déjà, ça aide effectivement à l'approche de cette nouvelle réglementation technique et Dieu sait qu'il faut absolument bien préparer cette nouvelle réglementation technique. Bisous Red Bull qui va faire entrer en train de bien se louper là-dessus. Donc sur ces points-là, déjà, il y a effectivement cette bonne cohérence, cette bonne manière de réflexion, et ça se voit aussi dans cette victoire, dans cette manière de réfléchir. La réflexion, il y a le board qui a été refait, et sur cet aspect-là, en tout cas, j'ai beaucoup d'optimisme pour Alpine. Je pense sincèrement qu'il leur manque plus grand chose si ce n'est savoir dessiner une voiture correctement. En tout cas, une voiture de très haut de tableau. Ce qui quand même est très important. Pas de problème de soufflerie aussi. Ah non, mais en fait, je trouve qu'ils ont C'est une base. les hommes, Non, ils mais ont le management, je suis ils ont d'accord les avec toi, pilotes, en vrai. ils ont le moteur. Maintenant, Sur 2022, dessinez-nous une caisse. sur 2022, il parle d'un développement agressif au niveau de la stratégie moteur. Inch'Allah. Hein. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais Vas-y, on va reprendre la com de espère, Honda, faire venir les Ouais, c'est ce investisseurs. que j'allais dire en plus. Ouais, ça me rappelle, ils ont pris le même communiqué que Honda. Ouais, après, tu dis la voiture, on a tous dit que c'était l'aéro était sans doute le problème de cette voiture. Victoire au Hungaroring, c'est que ton aéro est pas non plus trop, même s'il y a des circonstances, c'est que ton aéro n'est pas trop dégueulasse. Aussi sur un circuit de défense où c'est très compliqué d'aller attaquer, donc il est un peu protégé là-dessus, Esteban Ocon. C'est une voiture
c'est une voiture qui est pas toute, c'est tout. Elle fonctionne pas dès qu'il y a une grosse réaccélération ou un gros freinage. À partir de là, elle a beaucoup de mal à se poser, à s'arrêter, à repartir, s'arrêter, repartir. Le Hungaro, t'as pas des différentiels de vitesse phénoménaux, à part dans le secteur 1. Ouais. Sinon, en C'est fait, tu restes entre 120 et 190 Tirage km/h lent et, pendant une minute. ouais. Donc Vitesse. là-dessus, elle s'en sort avec cet aéro, avec ce moteur-là. C'est une voiture qui est correcte, qui est bonne. Mais pareil, enfin, je me rappelle à Monaco, c'était cata quoi. C'est une Enfin, catastrophe. et tu dois accélérer fort, freiner fort, machin. Enfin, c'est cata. Et Monza, par exemple, je pense que ça va être difficile. Peut-être pas Spa, peut-être qu'Aspa va s'en sortir. Mais Monza, j'ai peur. Après, on ressortira des clips et on dira, hey, podium d'Ocon, ciao. Allez. Non, Le Germain, il a dit de la merde. Mais voilà, je pense qu'elle a encore pas mal de failles et que, encore une fois, on l'a toujours dit, hein, si tu n'alignes pas le triptyque pilote, management, voiture pour réussir à faire des performances, tu t'en sortiras jamais. On se souvient de la communication de Renault à son arrivée en F1. Ils avaient Palmer et Magnussen, tu l'as rappelé tout à l'heure. On parlait de titre mondial Quel dans les line-up. 3 ou 4 ans. Yes. Bon, aujourd'hui, tu as Alonso, tu as Ocon. Tu as une structure qui a des bases, qui a l'air d'avoir des bases plutôt solides, des fondations assez claires. J'ai envie d'être optimiste. Après, forcément, on peut pas savoir. Et j'ai envie aussi d'être optimiste parce que sûrement l'année prochaine, on aura le même line-up du côté de chez Alpine. Ce sera la première fois depuis le retour de Ah Renault oui, oui, en Formule oui, 1 c'est vrai, qu'on t'as aura raison. le même line-up. T'as raison. Et c'est Ça. peut-être l'une des écuries qui est le Ouais, la plus. stabilité, c'est nécessaire. hein. Ah oui, oui, C'est très important. Surtout et à ce c'est stade de- peut-être l'équipe qui travaille peut-être le plus sur 2021, en tout cas sur 2022, en tout cas qui a fait l'impasse très largement oui, oui. sur 2021. Hülkenberg Alpine, hein. Sainz, ça a pas fait 2 ans Ça, Ça a fait 1 an non, et parce demi. qu'il est prêté. Ah oui, il est prêté à 1 an et demi. T'as raison. ouais. Ouais, Mais c'est 1 an et vrai. demi. et après, ça a été Hülkenberg Après, Ricardo Après, c'est Hülkenberg Ricardo, Hülkenberg une année, Ocon la deuxième année, et Fernando. Au début, Alonso. c'est Magnussen, Hülkenberg, enfin après Palmer, Ouais, c'est ça, c'est ça. Putain, ouais, d'accord. C'était clair. N'importe quoi. Non, pas Magnussen, Hülkenberg, non. N'hésitez pas bien C'est sûr à réagir et bavarder avec nous en commentaire de cette émission sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, bien évidemment si vous nous suivez notamment sur Auto Plus la chaîne. On vous attend les amis. Tout de suite le quiz avant de se dire au revoir et se souhaiter bonnes vacances. Mais il y a un quiz à assurer quand même. Ok les gars, on va très très vite. J'ai dit quiz tout à fait spécial, Budapest, Enstone. On qu'est-ce qu'il va nous commence par la sortir partie Budapest. Stone. Combien de Allez. champions du monde vous êtes capable de me citer combien de champions du monde qui ont remporté leur première 3. victoire à Budapest? J'ai 3 ici, est-ce que quelqu'un dit mieux? Bah, Moi j'en ai 4. Top, vous en avez 4? Genre, Ok. non, mais tu les as Ok. Pas du tout, mais on va aller voir. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Ok, Vas-y. Schumacher, Non, Hamilton. faux. Au revoir. Alors, première victoire. Ah oui, mince, autant Ah, pas. Première victoire. Oui, première Ah victoire. ouais, J'ai pas compris, Non. autant pour moi. Jenson Button, Ouais. Ouais, Fernando Alonso ouais. et Damon Hill. Oui, il est là. Il y a toujours des Monil. Si vous avez une hésitation, les gars, il y en a 3. Vous avez les Oui, deux. parce que je voulais dire Le Schumacher à la troisième est base. toujours Ouais, Damon voilà, Hill. c'est. Qui a connu son premier podium à Budapest en 2015? Il est plus en Formule 1. Magnussen. 2015. 2015. C'était Il est plus Australie. en Formule 1, il était dans un top team à l'époque. Mec qui a fait un peu le yo-yo, un mec qui était. Lui aussi, il aurait pu nous faire la tortille team. comme au premier virage. Oh. Daniel 4. C'est lui Il qui a a dit sorti en Daniel, premier. il a dit- Oui, bah, je mon prénom. hein. Qui a connu sa première victoire en 2008 à Budapest? Kovalainen. Bien vu. Ah, le grand Iki. Futur Kimi Raikkonen. Quel pilote belge a connu sa seule pole position en carrière à Budapest en 90? Bertrand Gachot. Non, c'est l'autre. Si c'est pas Gachot, c'est l'autre. Un mec un peu plus talentueux. X. Non, c'est pas X. Ah non, X, c'était il y a bien plus Avant. longtemps. 90, 1990. Non, Il s'appelait pas Un Thierry. certain Thierry. Ouais. Utsen. Ah oui, Boutsen. Boutsen. Il est là, bravo. Thierry Quel Neuville. paire de pilotes a connu son premier podium à Budapest? Père de pilote. Verstappen, ouais. Schumacher. C'était Non, c'est 94. bon, c'était C'était 94 de Verstappen. Quel père de pilote, il a dit. Oui, Quel paire de pilotes? Verstappen, Joss. Joss. Le grand Joss. Ça te parle ou pas Arrose. Il a commencé par Arrose. Vas-y, suivant, tu Il a, m'expliques. il a tout à l'heure. bugué. Pourquoi Budapest Paire de est un lieu symbolique pour Hamilton et Mercedes? Il aurait pas pu aller chercher. Première victoire de chez Mercedes. Merci Hamza. Ah ouais. D'accord. Quel pilote actuel a signé son dernier podium à Budapest? Ricardo. Non. Oh, c'est possible, remarque. ça aurait pu. La question est con parce qu'en fait, elle peut marcher pour beaucoup de personnes. C'est juste que moi, je pensais à un pilote dont on a Son parlé dernier- beaucoup. Dernier podium. Wow. Ouais, dernier podium d'un champion du monde. Qui a C'est été pas Raikkonen. plutôt pas mal hier. Qui a fait une bonne course. Arrête. Vettel. Pas Vettel. Lando Fernando Alonso. Fernando. Son dernier podium, c'était en Hongrie. Budapest 2014. J'avais un truc aucun comme ça. souvenir. C'était. Ah ouais, je oui, crois que oui, c'est ça. c'est 2014. checker. Ah oui, 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 t'as raison. Ah, ouais.
Ouais. On passe sur Enstone du coup. Allez, C'est vraiment ce Ouais, quiz, ouais, c'est voilà. la- Viens, Allez, Châtillon. vous nous le vendez. Est-ce qu'on remonte la dernière victoire d'une voiture Australie produite 2013. à Enstone? Il est là, monsieur Kimi Raikkonen. Raikkonen, bravo. Quelle était la première écurie à s'installer dans l'usine construite en 1992? Benetton. Oh putain, égalité. Ouais, Combien d'appellations d'écuries Enstone a-t-elle accueilli? 5. Ah, là tu m'intéresses. Benetton, Ouais. Renault, Lotus, Renault, Alpine. Bah non, 4 du coup. 4 du coup. Ouais, mais tu vois bien Ah, la génération de Renault. Non, non, Renault F1 Team et Renault Telefonica. Et la dernière question, la dernière fois qu'une voiture produite, en fait c'est juste pour cette question que le titre était valable, la dernière fois qu'une voiture produite à Enstone a gagné à Budapest, Alonso Senna Non, Non, mais non, il me Oh. faut une date, les gars. Je veux Oh. bien un pilote, mais il me faut une date. 2004. En produit Alonso Stone. Alonso, 2005, alors. Alonso Alonso 2006. 2003. Non, 2006, il gagne pas. 2003. 2003, c'est la première victoire. sa première Il est victoire. là. Aussi loin que ça. Il est là, il est Ah là. ouais. Il est là. Il a Ouais, pas ouais, compté ça les points, remontait, donc ça on compte remontait il y pas. a Mais j'ai très, pourri très le quiz, de longtemps. toute façon. C'était vous dire si. Je pense que tu as gagné, mais en fait, j'ai pas voulu compter les Non, points mais aujourd'hui. c'est pas parce possible. qu'on part en Allez, vacances. plaisir, ouais. Voilà. Il n'y a que des vainqueurs autour de ce plateau. Non, non, et un non. vainqueur moral, Brice Germain. Parce que le vainqueur est toujours moral dans le quiz des pistonnés. Merci Et les je me gars. suis en souvenu tout de cas. Kovalainen surtout. Merci beaucoup pour toute cette mi-saison. Merci à vous chez vous, bien sûr. Merci à nos amis en régie. Monsieur Tom Dufont, monsieur Tom Tiravigno, monsieur Polo Harreur, comme ça, à la technique. Ils ont super bien fait. C'était magnifique. Ils nous ont accompagnés sur le son levé. C'était pas facile. Monsieur Alpine, merci beaucoup. Jean-Michel Casquette à l'envers, Mercedes, merci beaucoup. Profitez de vos vacances, les gars. C'est un régal, cette première moitié de saison. J'espère, je nous souhaite la même moitié de saison, bien sûr, au retour. Le retour, ce sera après Spa le 30 août. J'espère qu'on retournera sur les Grands Prix, qu'on aura l'occasion de faire des interviews incroyables avec des champions du monde. Des podiums, des victoires françaises. Et que vous reviendrez toujours avec cette bonne gouache. En tout cas, on a retrouvé un début d'émission qui m'a beaucoup plu. On entre part vous deux. ensemble. Ah, vous partez Vacances. ensemble, vous, là. Ah, je suis pas au courant. Il part bosser là. hein. Ah, mais je t'embarque, là, c'est bon. Prenez soin de vous, les amis. On se retrouve à la rentrée après Spa. Il y aura une petite surprise, il y en aura peut-être même 2. Tiens, des pilotes qui ont gagné des grands trucs. Peut-être des vainqueurs d'Indianapolis, d'ailleurs. Ah. On en reparlera, on vous préparera tout ça pendant les vacances. Salut, les amis. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.